Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour le bonsoir ou bonjour évidemment, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Voilà, Mathieu qui me fait des grands regards d'entrée. On est de retour pour parler de football portugais tous ensemble, pour faire un bilan de cette mi-saison et pour m'accompagner aujourd'hui ou ce soir, encore une fois. J'ai quelques spécialistes avec moi, des titulaires de longue date. Dany, comment vas-tu ? Bien et toi, Ton, comment ça se passe ? Ça se passe pas trop bien, mais on va en parler tous ensemble. À côté de toi, on a Mathieu, le spécialiste, qui lui a l'air d'aller encore moins bien. Je vais moins bien, donc bonsoir Ton. Kevin, comment tu vas ? Kevin, à côté de lui, Kevin, comment vas-tu ? Bonsoir Ton ou bonjour Ton, comme tu le rappelles. Oui, très bien. Très Bien, mais moyen quand même, parce que on est en Europa League, mais pas en Ligue des Champions. Effectivement, vous êtes en Europa League, à votre place. Et à côté de toi, le chef, le boss. Alex, tu reviens de vacances, tu es bronzé, on est... C'est absolument faux. Vous pas bronzé, mais vous ne le voyez pas. Ça, c'est les UV de Porte d'Italie. Il bosse comme un chien. Je te jure. Non, ça faisait longtemps, ça fait plaisir qu'on se retrouve ensemble. Nous, on est qualifiés, on va affronter Manchester City, ça va être compliqué, mais... De qui tu parlais il faut bien que je représente le Sporting, sinon... Effectivement. Alors monsieur, on est là, on est tous ensemble aujourd'hui. Ça fait un moment qu'on s'était pas vu. Ouais, c'est vrai. Oui, tu sais, on s'est vu il y a pas longtemps, mais derrière un micro. Et on est là du coup pour un bilan de mi-saison. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était le 29 septembre. C'était juste après la deuxième journée de Ligue des Champions. Benfica venait d'étriller Barcelone 3-0. On se voyait déjà gagner avec des champions. Quelle époque. Quelle époque, effectivement. Et entre-temps, il s'est passé énormément de choses. Alors on va commencer évidemment... par Braga. Non, il n'y a pas de bien évidemment. Évidemment non, mais... Il y a d'autres choses. Mais voilà, on commence par le meilleur. Par la fin. Je prends le micro. Et du coup, je vais laisser la parole à Mathieu. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça allait plutôt bien la dernière fois qu'on s'est vu, et depuis ça va plus trop, et jusqu'à cette dernière débâcle en coupe. Qu'est-ce que tu as à nous dire quel bilan tu tires de cette première partie de saison ? On n'a qu'une heure, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce que c'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu, il manquait du. Enfin, c'était pas extraordinaire en termes de jeu. Entre les deux, il y a eu quelques améliorations, surtout à domicile, surtout face à des équipes d'un plus faible niveau. Et c'est vrai que depuis, dans les matchs importants du Sporting Club de Braga sur cette première partie de saison, c'est moyen est un euphémisme. Les grands rendez-vous ont été complètement ratés, il faut le dire, que ce soit en début de saison en Supercoupe face au Sporting, en Supercoupe et quelques semaines après en championnat. Après, on pouvait mettre ça sur le coup du début de saison, des quelques changements qu'il y avait eu au sein de l'équipe. Les résultats étaient pas, on avait perdu que 2 fois 2-1 face au Sporting, donc on pouvait s'attendre à de meilleures choses ensuite au fur et à mesure des semaines. La Ligue Europa est arrivée, la Ligue Europa a pas été au milieu était plutôt pas mal, c'est-à-dire elle est un Guamer. Ouais, bien sûr, tu vois, mais c'est vrai que tu regardes au milieu, c'est-à-dire qu'il y a la défaite inaugurative face à l'Étoile Rouge de Belgrade, puis après tu gagnes 3 matchs de suite face à Midtjylland et les 2 fois face à Ludogorets. T'es premier au bout de 4 journées, donc tu sentais que l'équipe commençait à avoir un peu plus commençait à retrouver un peu le jeu qu'elle présentait la saison dernière sur une partie de la saison dernière. Et ensuite, quand les d'autres matchs importants sont arrivés, c'est-à-dire le match à Benfica, on va pas en parler, le résultat parle de lui-même, le 6-1 plus la défaite face à l'Étoile Rouge d'abord la défaite face à Midtjylland, puis ensuite la non-victoire face à l'Étoile Rouge qui aurait pu donner la première place. Et aujourd'hui, tu as cette défaite inqualifiable, inanalysable presque face à Boavista à l'Estade d'Oubers, 5-1 face à une équipe. C'est difficile d'expliquer. 5 tirs cadrés, 5 buts. Parce que mine de rien, avant ça. Si tu expliques que par des erreurs individuelles. Et par des erreurs individuelles, tu vois. Tormena, Diogo Leite, c'est beaucoup, oui, c'est beaucoup. Après, parce que il y avait pas beaucoup. Alors ça c'est pour la coupe, mais sur le championnat, à part comme tu as dit dans les grands matchs, donc je crois que il y a eu Porto aussi. Sur les 7 derniers matchs depuis la dernière fois qu'on s'est vu, toutes les équipes ont joué 7 matchs. Il y a eu Benfica Porto où vous perdez, mais le reste vous gagnez tout. On gagne tout, ouais. Mais c'était face à des adversaires qui entre guillemets étaient plus faibles. Après, je veux pas dénigrer, surtout pas dénigrer Stolel ou Wieserl qui sont des clubs qui travaillent très bien, mais c'est des clubs promus quand même. Tu vois, donc battre des clubs promus à domicile. Heureusement qu'on y arrive. T'as eu ces matchs-là. Il y en a qui font match nul là-bas, tu vois. Moi, on va viser la semaine prochaine. Je sais pas si on arrivera à se qualifier en Coupe du Portugal, mais on verra la semaine prochaine. Tu as ça, ensuite t'as quand même une victoire 3-0 face à Portimonense. Encore beaucoup de respect pour la saison de Portimonense, mais heureusement qu'on les bat à domicile. Donc ce que je veux dire, c'est que dans les matchs importants cette saison, cette équipe elle est à l'ouest, tout simplement. Effectivement. En fait, j'ai l'impression que contrairement à l'année dernière, il y a très peu de certitudes.
Carvalhal tâtonne un peu, je trouve, surtout pour son attaquant de pointe. On a eu Mario Gonzalez, Abel Ruiz, maintenant c'est Vitinha. T'as même joué parfois son vrai numéro 9. Une fois, ouais. Donc j'ai l'impression vraiment qu'il tâtonne un peu et qu'il n'a pas vraiment son équipe type comme il pouvait un peu l'avoir la saison dernière où il y avait pas mal de certitudes dans le jeu et aussi dans la constitution de son équipe, quoi. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réelle référence. C'est-à-dire, t'as Ricardo Ricardo Horta, et ouais. après, derrière, Valeur sûre. à Mousrati, j'ai l'impression que c'est Ouais, plus c'est pas la même le partie, même en que fait. la saison dernière, c'est un peu plus dur. Après, c'était dur aussi peut-être de maintenir le même niveau parce qu'il était vraiment phénoménal l'année dernière. Mais je pense même que derrière, ça se cherche encore. Derrière surtout. Et c'est inquiétant. Pourtant, je trouve que si tu regardes sur le papier, ils ont une belle équipe. Ils tu ont bien vois. travaillé, même parce que justement derrière et tout, quand tu vois les recrutements qui avaient été faits, tu t'en attendais plus. Je pense à Late et tout. Late, t'en attendais beaucoup. Ouais, de et au Late. final, tu vois, t'es très déçu. tu penses que t'as bien travaillé à l'intersaison et que t'étais prêt, et au final, au bout d'un certain temps. Je suis d'accord. Après, prendre un date Djugolate à la dernière journée, est-ce que c'est véritablement bien bossé? Après, c'était par rapport à Djugolate, c'était surtout par rapport au fait que David Carmo, on a appris que sa blessure allait durer plus longtemps et qu'il reviendrait pas avant la mi-saison prochaine, donc vers janvier. Donc il fallait un remplaçant limite dans l'urgence. Bon, on n'attendait pas non plus un niveau aussi faible de Djugolate. Après, sur les autres, c'est un peu difficile à dire parce que par exemple, Ricardo Horta, je trouve, fait un super début de saison finalement. 12 buts, 6 passes décisives depuis le début, c'est que des stats. Et en plus, dans le jeu, C'est vraiment ta valeur sûre en fait. c'est vraiment une valeur sûre. C'est sa meilleure saison pour l'instant. Enfin, il débute en termes de stats, régularité, c'est sa meilleure saison. s'il continue comme ça, il y a Mais moyen je veux dire, qu'il il est sur une certaine régularité parce que c'est sa meilleure saison, effectivement, son meilleur début de saison, mais déjà l'année dernière, il était performant. Bah oui, mais tu vois, donc je suis d'accord, mais même un Yuri Medeiros qui revenait des croisés, on s'attendait pas non plus à ce niveau-là. Wenderson Galeno a retrouvé son niveau aussi. Donc c'est un peu bizarre parfois. Al Mousrati, je suis d'accord qu'il n'est pas encore exactement au même niveau que la saison dernière. Après, je le trouve pas catastrophique, tu vois. Donc il y a eu certaines blessures. Après, moi aussi, je vois un dénominateur commun entre les mauvaises performances et l'absence de quelqu'un, c'est André Castro. Un joueur qui, quand il n'est pas là, et qui était. Surtout les références de l'année dernière avec France Sergio aussi qui était là dans ce milieu de terrain. Sergio dans le vestiaire aussi était important, bien sûr, et dans le jeu aussi. Donc ça, je m'attendais à que ça mette un peu plus de temps. Après, André Castro, à la fois dans le jeu, c'est-à-dire à la fois on a souvent parlé à la fois dans cette prévention et cette réaction à la perte qui nous fait vraiment un bien fou avec ce bloc qui est généralement haut. Et donc sur les matchs, c'est vrai aussi parfois qu'il est un peu plus facile, mais il a été excellent. Offensivement aussi, il a été très bon. Il y a certaines séquences où vraiment il apporte. Al Mousrati reste plus dans l'équilibre et lui a essayé d'apporter un peu plus dans les 30 derniers mètres. Donc plus dans le vestiaire, un joueur qui a convaincu à la fois le vestiaire, à la fois les supporters extrêmement rapidement. L'année dernière aussi, tu prends la période où on n'était pas bien en championnat, mais il était pas là, il était blessé. Donc c'est un joueur qui est très important et c'est vrai que je m'attendais pas qu'il y ait une aussi grande différence de niveau de performance avec ou sans lui, qui est un joueur qui a quand même 33 ans et qui est certes important, mais t'es censé avoir d'autres joueurs tout aussi importants. Mais en fait, donc, excuse-moi. Non, vas-y, il t'apporte un équilibre sans ballon qui est incroyable. Et au-delà de ça, c'est que donc pour moi, c'est l'absence la plus grosse, la plus importante de Braga, mais t'as aussi, j'ai l'impression que vous n'avez pas remplacé encore Paulinho. Ah, ça, on l'a pas remplacé. Ça fait un an et j'ai l'impression que son départ a été mal comblé. Plein de trucs, mais voilà, il a été, comme je dis, Abel Ruiz, Mario Gonzalez, Vitinha, mais il n'y a personne qui a le profil de Paulinho. Vitinha peut le faire, mais il est encore très jeune. Et on voit quand même que du coup, Amorim l'a très bien dit, c'est qu'au-delà qu'il marque des buts, même s'il le fait un peu moins au Sporting, c'est un joueur qui t'apporte tellement quand tu as besoin de soulager ton bloc équipe, et tu as plus ça à Braga, et on sent quand même que c'est compliqué pour Braga sur ce poste-là. Après, ma question, c'est qui a le même profil que Paulinho au Portugal? Tu peux l'avoir, mais faut ça. C'est compliqué, c'est un joueur particulier qui, dans le jeu, est apporté énormément. Enfin, en neuf dans le championnat, j'en vois pas qui sont aussi bons, tu vois. Ouais, juste le match. Abel Ruiz qui devait remplir ce rôle. Ouais, mais il a beaucoup de mal. T'as Yaremchuk au Portugal, mais il est pas portugais. Benza, j'aime beaucoup, cet américain aussi, j'aime beaucoup Benza, mais moins. C'est un peu différent. Après, ça savait bien que depuis qu'il est parti, j'ai aucun respect pour Paulinho, mais le 9 qu'il est, le joueur qu'il est, parce que le 9 c'est un référent à que des buts. Ce serait le réduire à ses buts qu'il ne marque pas en plus au Sporting. Donc, mais dans le jeu, on l'a dit, on l'a répété, ça fait longtemps qu'on est là, on l'a toujours dit que dans le jeu c'est un attaquant vraiment excellent. Donc et que si le Sporting arrive quand même à être performant cette saison, c'est parce qu'ils n'ont pas un fantôme devant, ils ont quand même un joueur qui certes a eu beaucoup de mal à marquer, se crée les occasions quand même mais ont du mal à marquer, on en reparlera quand on parlera du Sporting. Après du côté du Portugal en général, c'est vrai que c'est très dur d'avoir un 9 aussi performant à ce niveau-là, dans la conservation, dans la compréhension du jeu, dans cette capacité à conserver quand il faut, à faire la passe, l'appui remise, l'appui soutien quand il faut, dans ce niveau-là. Taremi, voilà. Ouais, c'est ça. Mais toi, t'as pas dit portugais tout à l'heure?
Ah, dans le championnat portugais, oui, il y a Taremi, largement, ouais, bien c'est sûr, Taremi. bien sûr. C'est le meilleur dans ce domaine. Yaremchuk aussi, Bah, bien après ça, je l'ai déjà vu faire des choses aussi similaires, plus simplistes dans juste Zorovic. l'appui. Donc voilà, donc c'est pour ça que le dénigrement de Paulinho entre guillemets, même si voilà, je répète, le respect est parti pour lui, mais tu vois, je vois un joueur comme Beto qui a une certaine hype par exemple, qui fait des très bonnes choses, mais c'est qui pas doit pareil. pas non plus, tu vois, passer devant un Paulinho dans une possible hiérarchie Ouais, pour ouais. moi en neuf au Portugal, tu vois, il y a quand même encore un Il y écart. a un écart technique qui est assez. Technique, dans la compréhension du jeu et tout. Enfin, bon, après, c'est un autre débat. Mais je suis d'accord que Paulinho n'a jamais été remplacé. En tout cas, le niveau de performance d'Abel Ruiz a été intermittent l'année dernière. Depuis, il déteste la concurrence, donc ça ne fonctionne pas. Vitinha n'a pas du tout le même profil, même si c'est un joueur intéressant. Mais il a que 21 ans. Je ne demande pas à Vitinha de porter cette équipe. Je demande à d'autres joueurs de porter cette équipe. Et aujourd'hui, oui, c'est compliqué. On a un entraîneur qui. J'allais y venir. Bah, moi j'avais envie de J'allais y dire que venir. Vas-y, Kevin. la seule satisfaction en gros sur en gros les arrivées qui ont été faites du côté de Braga, c'est Yann Couto qui a parfaitement remplacé Ricardo Escali. Sinon Mais qui est un prêt. ouais, voilà, c'est ça. Ça On en va parlait servir à avec Mathieu. City, puis Jour de l'année bâtir dernière- dessus, quoi. Je suis d'accord, il y a aussi. Moi je le répète, après les supporters de Braga détestent n'importe quel défenseur central qui passe par ce club en ce moment. Mais Paulo Oliveira, pour moi, fait pas un mauvais début de saison. Vraiment, quand tu compares ses performances défensives à Diogo Leite, par exemple, tu vois un sacré écart de niveau. Vraiment. Donc pour moi, c'est pas une déception, surtout quand tu avais Tormena l'année dernière et Bruno Viana. Après, est-ce que tu aurais pu avoir mieux ? Oui, mais bon, après, il y a aussi ce côté. C'est pas pour donner une excuse, mais le club a quand même senti le Covid, dans le sens financièrement, économiquement, ça n'a pas non plus été une partie de plaisir. Tu as eu quand même des salaires qui ont été mis en retrait pour être payés après. Tu as eu pas mal de joueurs de post-formation qui ont été vendus ensuite pour essayer d'alléger et pour conserver un certain équilibre. Notamment, par exemple, je pense à un Samuel Costa qui était formé au club et qui est parti à Almeria pour garder un Al-Nusrati cette saison. Tu vois. Donc le club a quand même dû faire des efforts, a dû passer par un peu plus de mécanismes pour bien penser cette saison qui arrive. Maintenant, ça ne justifie pas de prendre 6-1 à Benfica et 5-1 face à Boavista. C'est ça le truc. Tu vois, on peut avoir un peu plus d'indulgence, tu vois. On a vu également aussi, à propos de Carvalhal, de nombreuses rumeurs. Oui, en plus, ça aide pas non plus. Ça n'aide pas. Dans quelle situation on est à ce niveau-là, pour conclure, et qu'est-ce que tu en penses toi ? Est-ce que ça sent la fin ? Je pense que c'est un peu une question. Par les cheveux, mais qu'est-ce que t'en penses ? Non, pas vraiment tirer les cheveux parce que ça sent. Ça sent le mou, ça sent. Vous Ouais. savez bien que de mon côté, perdre un entraîneur en cours de saison, il n'y a rien de pire. Ouais. Pour n'importe quel club, il n'y a rien de pire. C'est horrible de changer de coach en cours de saison. Pour moi, ça devient compliqué parce que les objectifs sont pas remplis. C'est-à-dire qu'en championnat, tu es à 10 points, enfin maintenant, tu es à 13 points de première place, donc en championnat, tu déjà plus rien à jouer. Je demande pas qu'on finisse sur le podium, ou je demande qu'on joue le podium. Et cette année, on ne joue pas. Ah non, c'est pas. En coupe, en Europa League, t'es pas là. Enfin, t'es en play-off, t'appelles le shérif Tiraspol, donc t'as eu entre guillemets un peu de chance. Maintenant, faut se qualifier quand même. Ils ont battu le Real Madrid de Bernabéu, donc va falloir quand même y aller. En Coupe de la Ligue, t'es déjà éliminé, alors que c'est une coupe. Alors, j'ai pas pleuré non plus d'être éliminé de la Coupe de la bière, hein, mais bon, tu vois, si on est éliminé en Coupe du Portugal la semaine prochaine face à Vizère, oui, là, je pense que c'est un peu ce sera sûrement la dernière chance de rester. S'il a envie de rester, parce que oui, t'as Flamengo qui traîne depuis qu'il est à Braga, qu'il a jamais été clair là-dessus. C'est peut-être l'un des seuls reproches que je peux lui faire, c'est qu'on sait qu'il aime ce club, que c'est son club, mais qu'à un moment, t'es pas non plus obligé d'en parler dès qu'on te pose la question. Tu peux botter en touche, il l'a pas tout le temps fait, donc ça m'a toujours un peu déçu depuis que Flamengo, surtout depuis que Renato Gaucho. Mais comment ça, c'est son club, enfin, c'est un rêve plutôt, non ? De quoi ? Tu parles de Flamengo ou de Braga là ? Non, Braga, c'est Ah son d'accord, club. voilà, je pour ça que Après, je connais Flamengo, pas, j'ai ouais. l'impression qu'il a vraiment envie d'y aller, tu vois. Je comprends pas. Il avait envie d'y aller à l'époque, donc ça m'étonnerait pas. J'ai l'impression que le Brésil, c'est quand même une bonne destination pour les entraîneurs portugais. Ouais, mais après, si on en parle un peu, tu vois, quand tu vois Abel Ferreira a gagné 2 Libertadores, je le vois pas des rumeurs pour l'envoyant à Manchester United. Non, effectivement. Tu vois, Marcelo Gallardo a fait des choses incroyables à River là-bas, il est pas annoncé à Manchester United non plus. Et s'il reste là-bas, si ça fait 6 ans qu'il reste là-bas, c'est qu'il y a des bonnes raisons aussi. C'est pas cette question de. Pour moi, Carvalhal a pas. Pour moi, reste un très bon coach. Là, actuellement, on va quand même falloir faire un peu mieux à Braga, et que s'il part comme ça va quand même être une tâche dans sa carrière, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fins qui se sont mal passées pour lui. Beşiktaş, finalement, ça s'était bien passé. Sheffield Wednesday, ça s'était bien passé. Il y a eu Swansea, mais Swansea, il reprenait un 20e de première ligue, il avait failli les maintenir jusqu'à la dernière journée. Rio Ave, ça s'est super bien passé. Et finalement, à Braga, il fallait qu'il parte l'année dernière s'il voulait que ça se passe super bien. Là, donc, c'est quand même une tâche. Pour un entraîneur qui voulait retourner en première ligue. Tu le vois partir là, tu penses ? Là, actuellement, je suis pas. Ça m'étonnerait pas. Ouais. Ça m'étonnerait pas. Il y a Salvador qui a. Ce qui paraît, il a tiré la sonnette d'alarme là, j'ai vu ça dans les journaux ce matin.
Donc ouais. Comment on conclut cette première partie de saison de Braga? Triste. Elle est triste, simplement. Elle est triste à la fois en équipe première. On avait parlé justement avec Kevin dans la voiture de l'équipe B qui gagne, mais l'équipe B pour moi elle gagne, mais ne joue pas un football qui mérite d'être souligné, alors que tu as des très bonnes individualités. Les individualités font l'équipe, et tu prends le reste des autres aussi des équipes de formation, à part les 23 de Kustad, le fameux retour de Kustad, et on en reparlera un jour peut-être, qui est un bon entraîneur et qui avait juste besoin un peu de temps, et il fera une belle carrière, je l'espère, parce que c'est quelqu'un de bien. Toutes les autres équipes aussi. Cette saison-là n'a pas été hyper bien préparée à tous les niveaux de la part du Sporting Club de Braga. Donc une saison parmi tant d'autres, on va dire, ça peut être un accident, on verra l'année prochaine. Mais cette saison-là, en tout cas en équipe première, est assez triste. Voilà, Braga 4ème, du coup, juste derrière Benfica, et toujours en lice en Europe. Donc on espère quand même qu'il fasse quelque chose, même si ça va pas être une tâche facile. Et en Coupe du Portugal. Oui. Quand même. La vraie coupe. On va dire la semaine prochaine, ça. C'est ça, là-bas. Parlons de Porto, messieurs. Non, Benfica. Benfica en premier, tu veux? Bah, troisième, on fait quatrième, troisième, deuxième. Non. Ok, d'accord, moi je faisais ceux qui sont en Europa League. Ok, comme tu veux, c'est toi qui. C'est qui le chef? Moi, tu veux le chef ou c'est moi? D'ailleurs, tu fais comme tu veux. Non, on va parler de Porto, Kevin. Kevin, qu'est-ce qui se passe? Parce que depuis la dernière émission, Porto c'est 7 matchs en championnat et 7 victoires. Ah, Porto. Mais Porto, en Ligue des Champions, ça tient pas la route. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous tout. Est-ce que Luis Diaz n'est pas trop seul dans cette équipe? Ça va être difficile. Seul dans le championnat aussi. Oui. Dans une autre catégorie. Voilà. Mais après, oui, on va déjà commencer par le championnat. On avait très mal débuté. On avait fait quelques revers déjà face à Maritimo, on avait perdu. Non, match nul. Parce que ça fait 30. Match nul, mais voilà, c'était comme une défaite presque. Il retombe sur ses pattes. Il y avait aussi le match face à Gil Vicente, où on gagne presque dans les arrêts de jeu avec un coup franc de Sergio Oliveira qui sort de nulle part. Et à partir de là, j'ai envie de dire que la saison a vraiment débuté. On a trouvé un Porto meilleur. Et pour moi, ça coïncide un peu avec le... J'ai pas envie de faire mettre des joueurs en avant, mais c'est un peu l'intégration de Evan Nilsson dans le 11, qui pour moi est un tournant de la saison. Et c'est ce qui a permis de débuter, pas de débuter, mais d'avoir cette lancée et de gagner tous ces matchs. Parce qu'avant, on avait Anthony Martinez qui marquait. Ça, on pouvait pas lui reprocher. Qui marchait un peu sur les pieds avec Taremi, et qui n'était pas le même profil, en fait, qui n'apportait pas les mêmes choses. Mais on a besoin d'un joueur qui, dans le jeu, peut garder les ballons. Voilà, et c'était pas ce joueur-là. Donc certes, il marquait, mais quand tu as Evan Nilsson qui peut garder la balle de haut but, faire des appuis remises, et surtout sa complémentarité avec Taremi, c'est ce qui a tout changé, j'ai l'impression, et on l'a bien vu. Conceição, il l'a mis une fois titulaire, et après, il n'a pas changé son effectif. Et on a vu 7 victoires de suite. On est premier en championnat avec Zeto. Donc franchement, en championnat, même lui l'a dit, cette année on produit un meilleur football que les années précédentes. Quand il n'y a pas Mariga, c'est... Quand tu as des joueurs de ballon, comme il l'a dit. Donc je comprends pas pourquoi avant il voulait pas des joueurs de ballon. Mais quand tu as un Vitinha, quand tu as un Evan Nilsson sur le terrain ou un João Mário, ça fait tout de suite la différence. C'est des joueurs qui ont une bonne qualité technique. C'est pas des Zaidou, des Manafa, des Sergio Oliveira. Et ça se ressent tout de suite. Tu vois du meilleur football. Et ce football, on l'avait aussi en Ligue des Champions, puisqu'on a fait des bonnes prestations. Ouais. Mais au final, ça a craqué. Au final, ça a craqué, mais franchement, au début, quand on a vu le tirage au sort, le poule de la mort, on ne voyait pas sortir de cette poule. La plupart des gens... C'est ça, mais quand tu vois la tournure que ça a pris, voilà, t'es obligé d'avoir des regrets. C'est ça, t'as un goût amer, parce qu'en vrai, tu pouvais te qualifier, t'avais ton destin en main, tu pouvais te qualifier à la dernière journée. Ouais. Et en vrai, tu vois le match, tu dois te qualifier 14 fois. Quoi, déjà. Voilà, c'est l'Atletico, ils ont joué à l'Atletico, ils ont c'est un hold-up. C'est un hold-up total. C'est un hold-up total, on a complètement contrôlé le jeu, on les a asphyxiés sur le pressing. Si tu t'arrêtes au score, tu regardes 3-0, tu te dis normal, mais quand tu regardes le contenu, fait que voilà, ils ont joué petit bras, et pour moi la seule grosse équipe sur ce match c'était Porto et c'était pas l'Atletico. Non mais le Porto fait un très bon début de saison. Premier, tu te qualifies en Europa League. Je crois que ça fait 34 matchs qu'ils n'ont plus perdu en championnat. C'est énorme. Ça fait plus d'un an qu'ils n'ont pas perdu. Ça prend très peu de buts. Donc, après, c'est vrai qu'au niveau de jeu, on se régale toujours pas, mais je pense que ça faut oublier. Mais c'est du Conceição, c'est solide, c'est efficace, c'est équilibré, ça luttera jusqu'au bout encore une fois. Voilà, on n'est pas tous fans de cet entraîneur, chacun ses arguments, mais ça fait 4 ans qu'il est là, 4 ans qu'il lutte. Après, c'est vrai que avec le FC Porto, tu es obligé de lutter pour le championnat. Mais là, je trouve que même en Coupe d'Europe, ils ont répondu présent cette année. Pas toujours, mais... Kevin a parlé de Vitinha, Kevin a parlé de João Mário, il n'a pas parlé de Luis Diaz.
Parce qu'il y a même pas besoin d'en parler. Parce que franchement. Parce que moi, sur certains matchs, je pense que vous serez d'accord avec moi, j'ai vraiment l'impression qu'il tient ce club à bout de bras, on va se mentir. Même si, effectivement, les jeunes ont apporté un nouveau souffle et que ça joue beaucoup mieux quand ils sont là, notamment Viting. Mais à titre de comparaison, l'année dernière, c'était Corona. Qui était le seul à faire les différences, etc. Et ça, c'est pas ce qui s'est passé. Et il veut partir et je sais pas si. Il a pas la tête à porter. Voilà. Et là, cette année, c'est Luis Diaz. Déjà qu'on avait vu son talent l'année dernière, mais bon, c'était par intermittent. Il était pas toujours titulaire. Mais là, cette saison, c'est le game changer de notre équipe, quoi. Et le meilleur joueur du championnat. C'est de loin. On avait eu ce débat-là, en off, mais ça faisait très 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 longtemps qu'on n'avait pas vu un joueur de cette qualité au Portugal. Enfin, moi, j'ai pas le souvenir, à part, on avait dit qui, Hulk peut-être. C'est un joueur qui tire autant son épingle du jeu, qui fait autant de différences et qui fait gagner son équipe à lui seul à chaque fois. Surtout que c'est un ailier. Ça fait longtemps, quoi. C'est le meilleur buteur du championnat. Ça fait très longtemps. Jonas peut-être, mais. Voilà, ce que j'allais dire. En fait, quand tu regardes dans le profil, oui, c'est différent, mais un mec dans l'idée qui porte l'équipe, qui sauve des matchs, nous c'était Jonas parce qu'il nous sauve limite une saison à lui tout seul. Mais Luis Diaz, non, c'est ça. Mais tu montres l'impact de Luis Diaz et le profil est complètement. Ça partira très cher. Si Porto ne faut pas y à 4 millions, ça doit partir normalement. Il y a déjà des rumeurs en janvier, mais bon, je pense que si on n'est pas débile et qu'on fait les choses bien, normalement il reste. Et je vois pas. Ils en ont besoin. Oui, mais après, je pense que il est un peu intelligent et je pense qu'il sait que. Il faut mettre 50 sur Darwin. On l'espère. Et oui, franchement, c'est dans notre monde. Tout ce qu'il fait, c'est bien. En plus, il est régulier. Il va pas choisir ses matchs. La plupart des matchs qu'il fait, il a de l'envie, il joue bien. Il t'invente des buts des fois. Techniquement, c'est au-dessus. Il y a très peu d'ailiers qui savent faire ce qu'il sait faire. Il y en a très très peu. Je pense que je peux le mettre dans le top 10 des meilleurs ailiers dans le monde actuellement. Ouais. Je pense parce que actuellement les ailiers. À faire le top 10, mais oui. Je pense que même plus haut alors qu'il même plus haut, ouais, voilà. Mais oui, il a rien à faire dans le championnat et il va aller jouer plus haut la saison prochaine, je l'espère en tout cas. Il y a des moments en fait, il est sur le côté, tu dis il va perdre la balle, enfin n'importe quel joueur a perdu la balle et t'inventes un truc qui passe, tu dis ouais non c'est fort, c'est très fort, c'est un génie. Sporting, hein. Ouais. On est totalement malmené. Oui. Moi, l'image que j'ai, ça fait longtemps, mais c'était le match contre Nuno Tavares, son premier classico, et il est intenable. Il est bien meilleur là. Oui, il est bien meilleur, mais à cette époque-là, c'était déjà incroyable. Il n'est pas bien meilleur, il est plus régulier. Voilà, c'est ça qui lui manquait. Et après, il a eu des périodes aussi où il jouait beaucoup moins. Il a des fois où il n'était pas sur titulaire parce que Conceição les met en game changer, mais en entrant en jeu. Donc voilà, mais là, actuellement, on sent depuis la Copa América un joueur qui est régulier, qui se blesse pas, qui est en pleine possession de tout son jeu et qui fait des différences à quasiment tous les matchs. Et un joueur qui est capable de te créer à la fois de créer autant d'occasions et à la fois de marquer autant de buts sur ce début de saison, parce qu'on est à 11 buts en 14 matchs, donc si tu comptes plus les occasions qu'il est capable de créer, t'as un joueur qui fait la différence. Et c'est pour ça que d'un point de vue collectif, oui, quand tu regardes un Luis Diaz ou quand tu vois un Vitinha sur le terrain, forcément tu prends un peu plus de plaisir, je pense, en tant que supporter de Porto, pour voir le Porto cette saison. En plus, tu perds pas de match et que tu as quand même cru jusqu'au bout pour la Ligue des Champions. Mais tu as un Luis Diaz aujourd'hui qui vraiment l'expression portée à bout de bras est clairement dans le jeu offensif, parce que après t'as un Taremi quand même dans le jeu quand même encore bon. C'est vrai qu'il marque pas actuellement, il a un peu le même problème que Poligno, on en parle moins, mais au niveau de but aussi c'est plus compliqué cette saison sur les derniers matchs, parce qu'il a quand même marqué 9 buts déjà en championnat, je crois. Avec ça, Taremi Oui, Taremi. Dont celui contre Gilles. Mais là il a un peu une petite disette. C'est vraiment sur ces derniers matchs, donc il est pas. C'est un mec qui sent le but quand même. Même si oui, bien sûr. Ils ont le droit d'avoir des mauvais passages. Voilà. Mais voilà, si on fait une comparaison, parce que finalement en termes de performance, t'as un Sporting qui s'est qualifié en Ligue des Champions, mais qui avait un groupe plus facile pour moi, mais tout le mérite était au Sporting. Ils sont coude à coude dans le championnat. Prendre les deux équipes d'un point de vue collectif et qui est la meilleure collectivement, on va peut-être faire la transition après avec le Sporting, mais je dirais encore un peu le Sporting, parce que pour moi, je sais pas si t'enlèves Luis Diaz à Porto, qu'est-ce qui se passe en termes de jeu et en termes de performance. Mais non, juste pour compléter Mathieu, j'ai l'impression après qu'on dit ça chaque année avec Porto, mais à chaque fois avec des joueurs différents. On disait la même chose avec Telles et Ricardo Pereira à une époque, on disait la même chose avec Marega. Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils arrivent toujours à se renouveler et à avoir ce joueur. Meilleure attaque, ils sont la meilleure attaque et ils sont premiers, alors que là sur plusieurs semaines ils jouent avec une défense Mbemba, Fabio Cardozo. Il y a des gros problèmes défensifs, ils sont premiers, meilleure attaque. Enfin. Bon, je suis pas vraiment inquiet. T'as même l'inclusion de certains jeunes, donc c'est plutôt voilà. C'est rassurant quoi. C'est rassurant. Ouais. Après bon, t'auras toujours certaines déceptions parce que oui, Fabio Vieira est moins présent, etc. Je suis sûr que c'est un meilleur attaque championnat. Ouais.
Ah ouais? C'est pas ce que j'ai noté, mais je peux. Alors peut-être je me trompe, hein, mais j'avais une mémoire que c'était la meilleure vente. Au pire, dans le doute, ah ouais, mais on dit peut-être que c'est Benfica. Ouais. Benfica. Mais c'est vrai qu'il y a le 7-0, c'est vrai qu'il a changé aussi. On a mis 7-0 quand même, faut un peu respecter. Fantôme, donc ça compte pas. La petite déception, j'ai juste envie de dire, la petite déception de cette saison, c'est Otavio. Ah ouais, même le Porto marche bien, mais s'il était à un meilleur niveau, je pense qu'on marquerait. Ses implants, c'est encore mieux. Ouais, parce que là, les implants capillaires ont tout. Son hygiène de vie, c'est pas possible. Hein. Franchement, tu le vois sur ses premiers appuis, il est lourd, il avance plus. Ouais, il est beaucoup moins explosif qu'avant. C'est pas possible. Ouais. Effectivement. Du coup, Porto premier, Porto en Europa League contre la Lazio, si je me trompe pas. C'est bien ça. Comment tu conclurais cette première partie de saison et qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu espères pour la suite? Au niveau des attentes, je trouve elle est bonne. Franchement, premier en championnat, c'est la norme, c'est ce qu'on doit faire chaque saison, l'objectif. Le groupe de la mort, du coup, t'as un goût amer, mais au final, tu te retrouves en Europa League quand même. Donc c'est pas trop mal. Certes, on aurait aimé jouer la Ligue des Champions, mais bon, si on arrive quand même à aller loin en Europa League, c'est tant mieux. Ouais. Bon, après, on verra sur le premier match. Ce qui est bien, c'est que là, c'est des barrages. Du coup, on est direct dans le bain. On affronte direct une grosse équipe. Donc on verra si on a envie d'y aller ou pas, ou la jouer à fond. Et donc ouais, c'est une saison pour l'instant bonne. Il m'inquiète un peu le discours de Conceição au niveau de l'Europa League. Ça fait plusieurs fois qu'il dit ouais, t'es new Asia de je sais pas quoi, il faut pas me parler de l'Europa League. Bah gros, tu vas trouver de la jouer quand même. Ok, faut pas t'en parler, mais ça fait 2 semaines. On verra les compos, Alex. Je peux te cacher parce que Porto en Ligue Europa, Porto pour moi doit être en Ligue des Champions, mais quand t'es en Ligue Europa parce que t'as eu le groupe de la mort et donc là t'as été reversé, tu dois la jouer. Et un Porto avec le Porto d'aujourd'hui avec un niveau de si tu gardes Luis Diaz, je pense qu'il restera après janvier. J'espère en tout cas pour Porto et pour le championnat portugais. T'as aucune excuse pour pas la jouer, t'as aucune excuse pour pas aller loin dans cette Ligue Europa. Mais j'ai l'impression que ça intéresse pas. C'est une compétition en plus qui a il y a un haut niveau cette saison. Il y a quand même avec le nouveau format, t'as quand même de très belles équipes, donc la gagner sera peut-être encore plus valorisant qu'il y a quelques années. Il a gagné, c'est peut-être utopiste, mais pourquoi pas. Pour moi, s'il y a une compétition européenne qu'un club portugais peut gagner, c'est bien la Ligue Europa, tu vois. Et surtout pour toutes ces saisons qui semblent quand même en confiance. Et voilà. Et par rapport aussi à Conceição, ça reste un entraîneur, c'est vrai j'ai du mal avec sa mauvaise foi, mais son équipe reste performante. Et t'as quand même sur certains matchs il répond présent, et c'est vrai que sur sa réponse stratégique sur certains matchs importants, on parle d'Atlético, voilà, l'Atlético c'est notamment contre Braga, et contre Braga juste après, 2 jours après, enfin 3-4 jours après, jours. Et on verra face à Benfica, mais ça reste quand même un entraîneur qui prépare très bien ses grands matchs. Ça veut pas dire qu'il les gagne tout le temps, d'ailleurs aucun entraîneur vraiment gagne tout le temps, et on peut prendre le meilleur entraîneur du monde, Guardiola gagne pas tout le temps tous ces grands matchs, on les avait en Ligue des Champions ces dernières saisons, donc c'est un entraîneur qui prépare quand même bien ses matchs. On les a vus la semaine dernière, le résultat face à Atlético ne veut rien dire finalement par rapport à son travail de post-match, pré-match pardon, fatigué, mais la saison elle est quand même encore compétente de la part du FC Porto, même si dans le jeu face à les fameux petites équipes au Portugal, c'est vrai que tu te régales pas forcément, même si cette année oui ça va mieux avec Luis Diaz et Vitinha. L'objectif c'est non pas encore. On sent que l'objectif c'est vraiment que le championnat et la Ligue des Champions, mais bon vu qu'on est parti yes. Alors on peut avancer. Transition, sans transition. Si, avec transition parce que tu me l'as fait juste avant, le parallèle est tout trouvé, on va parler de Sporting évidemment, qui est également. Donc on finit par Benfica. On finit pas par les meilleurs. C'est toi qui m'as fait la transition juste avant. Excuse-moi. On finit par Benfica. C'est toi qui as dit la transition. Je te challenge, c'est toi le présentateur. Parlons du Sporting. En plus, on va parler de toi puisque la dernière fois qu'on s'est vu, c'était juste après la 2e journée de Ligue des Champions. Et Sporting sortait de 2 défaites en 2 journées. Oui. Et tu avais dit, je cite. Oui, j'ai pris mes notes. T'as revu l'émission Oui, j'ai revu l'émission, je suis professionnel. Ouais, putain, tu bosses là. Après de chômage. Tu disais du coup lors de la dernière émission que ce Sporting était un club qui avait encore du chemin à faire pour être performant à LDC. Ils ont bien sûr redressé la barre manifestement puisque Sporting est qualifié. Je peux répéter mes propos. Non, mais je ne te dis pas que tu avais tort. Mais je pense pas que j'avais tort. Sporting depuis ça c'est qualifié avec des champions, c'est vrai. A fait 21 points sur 21 possibles en championnat. Oui. Et c'est qualifié avec des champions avec de belles performances. Face à qui Oui, effectivement. Non mais oui, effectivement. Mais ils sortaient de 2 défaites et c'était pas le cas. Au final, ils arrivent à redresser la barre. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce début de championnat de Sporting qui sort d'ailleurs d'une très belle performance contre Benfica, malheureusement on était dans ça.
Ça a piqué, hein, Dany. Il y en a qui étaient dans le stade, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on y était. Non, mais... Alex, parle-nous de cette première partie de saison. Donc je peux pas Mathieu, tu peux répondre à toi. Non, je réponds pas à moi, tu m'as interrogé sur ce sujet. Par rapport au Sporting, par après la Ligue des Champions, les 2 premiers matchs étaient pas bons. On peut le dire. Non, mais je ne dis pas que tu avais. Non, je suis d'accord. Pour moi, et j'espère qu'il n'y a pas de supporters turcs qui nous regardent, qui nous écoutent, parce qu'ils savent que je suis très critique par rapport à leur football. Beşiktaş, c'est pas une équipe de Ligue des Champions, c'est une équipe d'Europa League, voire même peut-être de Conférence League. Ils ont fait 0 points. Ils ont fait 0 points, ils ont été nuls, vraiment nullissimes. Donc après, il faut être là, il faut être performant, il faut gagner les matchs. Hein, c'est pas jouer d'avance. Le Sporting a été compétent en jouant un football qui en plus les a servis, c'est-à-dire bloc bas, transition offensive. Ce football-là, dès que tu leur présentes ce schéma-là, cette configuration de match, ils sont excellents, c'est vrai. Et ils l'ont prouvé en Ligue des Champions. Face à Dortmund ensuite, ils l'ont prouvé aussi. Face à Benfica, ils l'ont prouvé aussi. Être compétent à ces moments-là, c'est fort. Et ils sont forts, ils sont très forts depuis ce début de saison. Tout ce qu'on pouvait avoir les doutes par rapport à cette saison-là, c'est-à-dire l'arrivée de la Ligue des Champions, l'arrivée des matchs tous les 3 jours, le fait de... surtout par rapport à... Est-ce qu'ils vont être aussi performants cette saison avec les contraintes qu'ils ont maintenant? Ils sont en train de démontrer qu'ils sont tout à fait au point, tout à fait compétents. Limite même, tu leur enlèves Coates et Palhinha face au Benfica, ils sont meilleurs collectivement que au Portugal et face à Benfica. Tu leur enlèves Nuno Mendes, tu prends un Ruben Vinagre qui arrive absolument pas à s'imposer. À droite, t'as un Porro, parce que je prends les côtés qui étaient vraiment le principal source d'occasion du Sporting la saison dernière. Porro est encore performant, mais a certaines blessures, tu vois. Donc il est pas hyper régulier dans le temps de jeu. Et ça fonctionne, parce que Sarabia aussi est en train de, quand même, de montrer un niveau très intéressant au sein de cette équipe. Donc collectivement, il y a quelque chose de très fort. Ils sont montés en régime, parce que bien sûr. Justement, avant la dernière émission, ils avaient quand même, ils n'étaient pas premiers déjà. Et ils avaient eu plusieurs passages à vide, plusieurs matchs nuls contre des équipes largement à leur portée, où ça jouait moins bien, où ils n'arrivaient pas à marquer non plus. Ils ont progressé collectivement, tu sens qu'ils sont plus forts. Qu'ils sont montés en régime. Tu sens que là, tu as les matchs du Sporting, et l'année dernière on se disait bon, ils vont encore marquer à la 89e, mais non, là généralement ils finissent leur match plus tôt. Tu sens qu'ils sont quand même bien plus forts. Tu sens comme Mourinho, ça fait déjà 1 an de travail, 1 an et demi même. L'arrivée de Sarabia qui a fait beaucoup de bien, parce que c'est vrai que l'année dernière on en parlait un peu quand t'avais Nuno Santos dans les demi-espaces, c'était un peu plus compliqué. Là t'as Sarabia qui fait un grand bien à cette équipe. Tu perdais les éléments cadres, mais tu gagnes toujours parce que collectivement t'étais bien plus fort que l'année dernière. C'était déjà fort l'année dernière, mais c'était, on va dire que c'était plus, on a souligné, c'était Coates le meilleur joueur du championnat, donc ça veut dire beaucoup de choses. Là c'est même offensivement parlant, tu te régales un peu plus quand même, et tu sens qu'ils sont bien plus dangereux, qu'ils peuvent marquer à tout moment. Sur coup arrêté, je crois que c'est 9 buts déjà sur début de saison. C'est vraiment une équipe compétente de bout en bout, et qui fera encore un gros championnat. Et il faut mettre du crédit sur Ruben Amorim, parce que faire le match qu'ils ont fait contre Benfica sans les 2 meilleurs joueurs, pour moi, c'est fort, très fort, et vraiment c'est un entraîneur qui je pense ira très très haut. Et du coup en Ligue des Champions, ce sera City quand même. City, pour là ça va être compliqué. Ça va être compliqué évidemment. Après on verra. Mais déjà qu'ils arrivent en 8ème, c'était. Parce que la configuration du match à City va les favoriser. C'est la configuration qu'ils vont aimer. Après, est-ce qu'ils vont réussir à sortir des ballons face à l'armada de Guardiola, on verra. Mais là, s'ils y arrivent, ce sera vraiment une. Forcément dire, on ne demande pas une victoire du Sporting en 8ème face à City. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu comme on avait dit souvent face à quand le Porto Liverpool 2019. Où Porto prend finalement 5-1 à domicile sur le match retour, et Porto avait montré un beau visage, et c'était en quart de finale avec des champions. Donc là, ce que je veux dire, c'est que t'es là pour te valoriser, t'es là pour faire une performance qui soit digne, et c'est ce que le Sporting doit viser face à City, qui sera largement favori. On se doute peu qu'ils y arriveront, parce que généralement ils le font. Et généralement le truc, c'est qu'il y a bon espoir qu'ils sont rarement, à part face à l'Ajax, mais on va dire que c'était spécial. Mais cette équipe a progressé depuis. Ça a été peut-être la première journée, il fallait peut-être pas affronter l'Ajax lors de la première journée, peut-être qu'ils auraient fait encore une meilleure campagne de Ligue des Champions. Mais voilà, et ce Sporting-là, cette équipe d'Urban Amorim a cette faculté vraiment limite à réduire l'imprévisibilité liée au football, qui est assez folle, vraiment. C'est le sentiment qu'ils ont encaissé 4 buts en championnat cette saison, on est en 14 journées, c'est encore mieux que l'année dernière finalement. Et 5 buts. 5 buts maintenant. Alors, encore une fois, j'ai noté 5, je peux mettre sur les notes. C'est 5, mais ils ont pris un but la semaine dernière. Possible. Contre Boavista. Ouais, ça fait 5 buts. 5 buts, pardon. À la mi-saison, c'est. Non, mais ils sont à 5 buts pris en 14 matchs. Donc c'est une équipe qui encaisse rien, qui encaisse pas l'occasion. Donc c'est très fort ce qu'il fait. Donc malheureusement, c'est très fort ce qu'il fait, parce que vous connaissez mon passif avec ce club. Je pas compter le super but de Pizzi.
C'est vrai. Voilà. Il y en a qui étaient au stade. Il y en a qui d'ailleurs il y avait de la musique et l'effet d'artifice, non? Non, il y avait l'effet d'artifice. Il y avait la musique. Si, il y avait la musique. Il y avait l'effet d'artifice. Il y avait fumigène, les supporters. Mais si, les supporters ils ont sorti de fumigène. Ah oui, mais c'était pas pour le but, frérot. C'est pas le club qui. Voilà. Non, mais en fait, tu vois qu'ils ont encore bien travaillé cet été parce que tu perds Nuno Mendes, tu te dis bon, ça va être compliqué. Tu perds João Mario, tu te dis ouais, bon, ils perdent un joueur qui contrôle le ballon, qui contrôle le jeu. Au final, derrière, ils savent ce qu'ils font, quoi. Ils disent bah, ok, on perd João. Il y a des joueurs qui arrivent à step up aussi parce que Matteo Nunes, notamment. Voilà, c'est ça, c'est là où j'allais revenir. Ouais, c'est pas de souci. Du coup, voilà, ils font confiance totalement à Matteo Nunes qui est juste excellent depuis le début de saison et qui voilà, il y avait un manque aussi sur ce ailier qui prend les demi-espaces. Ils l'ont trouvé avec Sarabia, c'est vraiment le profil idéal. Voilà, ça a bien bossé encore cet été et au final ça fait une très bonne demi-saison encore une fois. Ce qui est aussi, on n'en a pas forcément parlé, mais impressionnant, enfin je trouve, c'est que les personnes qui vont rentrer dans la rotation, notamment des jeunes, quand on va au Gart, González Tevez, c'est particulier, en fait sont performants. Donc ne doute pas et rentre dans le match comme s'ils étaient titulaires depuis plusieurs matchs et c'est assez flagrant, notamment quand tu vois la différence avec mon club par exemple, où un joueur qui va arriver a beaucoup plus de mal à rentrer dans son 11, là où tu as l'impression que c'est tellement huilé au Sporting que en fait t'as pas de mal. Et ça aussi c'est assez impressionnant. Tu as un collectif quoi. C'est le collectif. Et c'est l'entraîneur aussi dans le sens la confiance qu'il donne à tout son groupe. Et chacun comprend son rôle parce que justement aussi. On a parlé de Sarabia qui avait pris la place entre guillemets de Nuno Santos et tout ça, et du coup c'est des joueurs qui font quand même partie de la rotation, qui cette fois sortent du banc et qui apportent aussi énormément, mais dans un rôle différent et qui comprennent complètement ça en fait. Voilà, c'est une force collective. C'est la force collective tactiquement, mentalement. T'as même des jeunes qui explosent, Gonçalves Inácio. Cette saison c'est impressionnante. Oui, parce que tu les mets dans le bon cadre, dans la bonne dynamique, dans le bon collectif. Comment non, tu le mets dans le bon contexte, le bon cadre, un collectif qui marche, un entraîneur qui fait confiance aux jeunes. Tout est fait pour réussir dans ce club-là si t'es un jeune joueur. Donc c'est excellente, comme Porto, quoi, excellente, rassurante. Et juste par rapport aussi. Désolé Dani. Et le truc c'est qu'il y a aussi par rapport au positionnement de Sarabia et de Pedro Gonçalves, ils jouent demi-espace et ils jouent bon pied aussi, tu vois. C'est-à-dire ils sont droitier à droite, gaucher à gauche. Et ça aussi c'est la force d'Amorim d'imposer ses idées, c'est que finalement il a sur les côtés un peu moins de certitude avec même si Matheus Reis à gauche a réussi à remplacer Vinagre, c'est bizarre pour Vinagre quand même, il va falloir se remettre en cause parce que Matheus Reis au Portugal a jamais été excellent, donc c'est aussi dire ce que fait Amorim avec n'importe quel joueur finalement, mais même un Poro comme on l'a dit un peu intermittent, tu restes dans ton idée d'avoir des couloirs très performants et tu veux descendre, tu veux entrer dans la surface de manière très spécifique, de très bien cadré, pas automatique mais très bien ficelé d'un point de vue offensif, à la fois quand tu as le ballon et à la fois quand tu joues en transition, et c'est un peu une démonstration d'un entraîneur qui maîtrise un peu tout ce qu'il fait depuis qu'il est là, malheureusement je le répète, mais le résumé c'est excellent, la première partie de saison du Sporting. Vas-y Denis. Pour te compléter, quand tu dis c'est une première partie de saison excellente, oui, notamment quand tu prends en fait le passif de ce club et que tu vois d'où ils viennent, surtout il y a 2 ans, tu vois qu'il y avait personne dans le 11 actuel, même peut-être le banc qui était là, peut-être Jovan, c'est tout, Coates, Coates qui était là depuis quand même quelques années, Palhinha aussi, mais qui a été à Braga pendant un temps, mais à part ça, tu vois que le collectif on a l'impression qu'il est beaucoup plus solide que notre équipe, et ça c'est dû pour moi aussi à Ruben Amorim grandement, certainement aussi à Hugo Viana qui est aussi pour quelque chose, qui est un très bon, je pense, directeur sportif, et en fait pour moi une structure qui travaille très bien ensemble en accord avec les idées du coach, à voir après, on en parlera plus tard pour l'après, mais pour Ruben Amorim c'est très bon augure, malheureusement pour nous, et mais ce qui peut-être lui faire passer le cap si à un moment il veut autre chose, c'est peut-être ça va passer peut-être sur cette double confrontation contre City, si par miracle il sort City, je pense qu'il se fera un très gros nom. Même un bon match, mais le miracle, c'est-à-dire que si. Je pense qu'il signe son contrat. Mais s'il sort Guardiola, il sera. Voilà, en Europe, on en parlera, et pas qu'un peu. Déjà là, tu en parles parce que tu as Leipzig qui le voulait, à ce qui paraît. Je pense que oui, il y a eu des rumeurs. Les gens qui suivent le football européen savent que c'est un club qui travaille. Ils l'ont vu d'ailleurs avec de belles performances. Oui, mais. Là, ça va marquer les gens dans le football européen qui travaillent, mais je veux dire, un supporter lambda, finalement, quand il y a une hype autour d'un entraîneur, je
je dis toujours mal son nom, donc je vais juste dire l'entraîneur de l'Ajax, notamment quand il fait la finale de l'Europa League, puis après qui emmène l'Ajax dans un parcours jusqu'en demi-finale, etc. Là forcément ça prend un engouement énorme parce qu'on en parle, parce qu'on se dit qui est l'Ajax, etc. Qui est l'entraîneur qui les a emmenés, et ça peut passer notamment par là pour le Sporting où finalement s'il arrive à éliminer City, je pense pas qu'il fera plus longtemps que la fin de saison, mais il finira. Il y a cependant un tournant qui va se passer, c'est ce week-end. Tu joues contre Gil Vicente là-bas. Si tu prends des points là-bas, si tu gagnes ce match-là là-bas, qui sera peut-être l'un des plus durs, je pense, pour aller jouer à Gil Vicente cette année, c'est compliqué. Je pense que tu peux aller gratter cette première place, et parce que Porto joue contre Vizela, mais après ensuite ils ont leur Classico. Voilà, il y a un gros tournoi qui va se passer ce week-end, et si tu gagnes contre Gil Vicente, encore une fois, ça démontrera tout ce qu'on a dit sur cette émission-là, et ils seront partis encore pour aller chercher ce double champion du Portugal. Mathieu, pour conclure. Ouais, par rapport à Ruben Amorim, c'est l'entraîneur parfait pour Leipzig. Voilà. Non, parce que pour moi, qu'il ira très vite. Voilà, parce que mais tu vois, même sans finalement gagner City, tu vois, même aujourd'hui, je pense que t'as pas mal de clubs qui, même avant la Ligue des Champions, je pense que tu dois avoir des clubs qui sont intéressés par le travail de cet entraîneur sur cette dernière saison, et que t'as pas forcément besoin de battre City pour aller signer dans un grand club. Je suis pas certain. Après, je suis pas sûr que quitter Sporting pour aller à Leipzig tout de suite, ce serait une bonne. Moi, le seul problème pour moi, ça peut être la langue, c'est tout. Je sais pas s'il parle bien anglais en fait. Il est bien au Sporting. J'espère qu'il aurait pas de mal à apprendre, je pense. J'espère qu'il doit. Je pense que c'est quelqu'un qui s'adapte. Voilà, parce que pour moi, aujourd'hui, Leipzig, en fait, c'est un club qui, pour moi, a besoin d'un entraîneur spécial, et Ruben Amorim, malheureusement, est un entraîneur spécial. Donc voilà. Et par rapport à ce que disait Dany sur Hugo Viana, je jugerai Hugo Viana quand il devra trouver un remplaçant à Ruben Amorim. Là, je dirais si c'est un bon directeur sportif ou pas. Et donc Sporting en maîtrise, et l'autre club de Lisbonne un peu moins en maîtrise, Dany, effectivement. Je reprends toujours cette marque du 29 septembre qui est notre dernière émission tous ensemble. Quelle belle émission. Effectivement, belle émission. On sortait de cette victoire contre Barcelone. Depuis, toutes les équipes ont joué 7 matchs, et si on prenait le championnat depuis ce moment-là, Benfica serait 4ème. Putain. Des 4, ouais. Benfica a pris 13 points depuis, et Braga a pris 15 points depuis. Même avec le 7-0. Et oui, même avec le 7-0. Et oui, il n'y a pas de bonus. Quel bilan tu tires de cette première partie de saison? Je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Parle-nous. C'est mitigé. Si on doit parler de manière générale, je pense qu'on n'est pas bon partout. Au niveau des coupes, on est partout finalement, c'est qualifié. Ouais. Voilà, donc c'est le bon point, mais finalement, il ne faut pas s'attarder juste sur les résultats et plus voir le contenu. Ouais. Dans le contenu, on voit qu'en Ligue des Champions, on est passé 2ème, c'est très bien. Comme l'a dit notre entraîneur, beaucoup auraient cru qu'on ne passerait pas. Je suis désolé, je vais insister sur ça. Quand tu regardes le groupe à l'entrée, pas la peine de souffler, tu ne te dis pas que Benfica doit passer. Tu te dis que si tu regardes maintenant le contenu, que oui, c'est l'année où tu peux sortir de Barcelone. C'est l'année où tu dois passer. Voilà, c'est l'année où tu dois passer Barcelone, mais que si tu passes pas, faut que tu regardes le contenu. Maintenant, on l'a fait, on est passé. Moi, maintenant, si je dois continuer, je ne voudrais pas que tu souffles. Je pense qu'on aurait pu mieux faire parce qu'on avait notamment la possibilité de battre Barcelone au Camp Nou, qu'on a joué très minimaliste là-bas. Que contre Kiev, on gagne 2-0. Ouais, on aurait pu les battre, mais on ne les a pas battus. On a joué petit bras. Qu'on fait ce match contre Kiev à domicile où on gagne 2-0 et à la mi-temps, on revient avec un tout autre esprit. Et en fait, on se dit à tout moment, on en prend 3. Ouais. Et ça, c'est un réel problème. Et en fait, on l'a senti sur plusieurs matchs. On l'a senti notamment contre le Sporting, là où on prend également 3-1, et tu sens que finalement tu affrontes une équipe qui est rodée, qui est forte collectivement, et qui même au niveau de l'esprit a un meilleur esprit que notre équipe, du caractère, et là où nous on ne l'a pas du tout. Dès qu'on doit rentrer dans l'adversité, dès qu'on doit en fait... les intentions en fait qui sont au-delà du jeu, tu peux avoir des problèmes dans le jeu, mais dans les intentions, quand tu n'as pas l'envie, ça passe. Mais t'avais une équipe de Ligue des Champions, une équipe de Europa, c'est tout. C'est ce qu'on en avait parlé, parce que voilà, comme tu as dit, nous étions au stade. C'est un réel problème à ce niveau-là de se dire que sur peut-être des points basiques, fondamentaux, on est du mal, et je pense que le problème est, on va en parler je pense plus tard, mais c'est notre entraîneur qui n'arrive pas finalement à joindre les deux bouts, qui est trop ancien dans sa manière de penser et de manager, qui n'est pas en accord avec les nouvelles générations, qu'il est peut-être avec certains cadres comme Otamendi, Vertonghen, mais qui ne passera pas avec d'autres, même Verissimo qui pourtant n'est pas le plus jeune, avec qui c'est moins passé, avec Gilberto également.
Et là, on sent qu'il y a quand même un certain décalage. On essaie de nous expliquer que non, mais on le sent, tout se voit sur le terrain, tout se reflète à un moment donné. Donc satisfait sur le global, je vais dire que non, je suis pas non plus satisfait. Donc à 4 points déjà des leaders et tu vas jouer Porto encore. C'est ça. Au niveau du championnat, pour moi, c'est notre priorité. On n'est pas dans les, on n'est pas bon. On n'est pas bon. On a de tout. On a l'impression que notre saison s'est finie peut-être le 29 septembre même, peut-être même un peu avant, où finalement on s'est dit c'est bon, on a rempli les attentes, on a battu Barcelone à la maison, c'est qualifié en Ligue des Champions. Tu l'as même lu dans le discours de notre coach où il disait que notre objectif c'était de se qualifier en groupe de Ligue des Champions. Je suis désolé, l'objectif de Benfica déjà c'est d'être en groupe en fin d'année, parce que t'es soit champion soit deuxième minimum. C'est pas d'être qualifié en groupe. Qualifié en groupe c'est l'objectif, mais de la saison dernière, c'est pas autre chose. L'objectif c'est d'être minimum en 8e. Tu vois, et si on peut rêver à partir des quarts de finale, c'est exceptionnel, parce que pour notre réalité, être en quart de finale c'est déjà très bien, tu vois. Et ça déjà il y a un décalage, parce qu'en fait il a du mal à remettre en question son travail, sa personne, et malheureusement les personnes qui subissent les conséquences c'est nous les supporters du Benfica, sympathisants du club. Et donc non, je suis plutôt assez triste avec ce qui se passe dans le club. Ça fait 3 ans que c'est chaque fois la même chose. L'été commence, les championnats commencent et on se dit Benfica va gagner, je sais pas quoi, nanana, ils ont le meilleur effectif, ce qui est vrai. Et au final, on arrive là, mi-saison, 3e. C'est honteux, c'est quand tu vois l'effectif qui constitue cette équipe, les joueurs qu'il y a, l'entraîneur qu'il y a, parce que ça reste quand même un très bon coach, qui d'ailleurs tout le monde en parle comme un très grand tacticien, mais qui, comme a dit Dany, n'est plus dans le management qu'il faut pour notre génération, la génération qui arrive. T'es 3e, quoi. C'est pas normal d'être 3e de ce championnat-là, avec l'effectif que tu as. Tu as comme Yaremchuk qui est un super attaquant, Darwin, Everton, tu les as achetés à coups de millions, et t'es 3e de ce championnat, c'est juste honteux, et voilà, c'est pas normal. Et même au niveau du contenu, c'est pas normal tu débutes très bien la saison, c'est vrai, ça fait 2 ans de suite, c'est ça, les élections. Le 29 septembre. On l'avait dit, on avait fait un bilan il y a justement où c'était premier, et moi j'avais même fait mon favori, et au final les élections, et j'avais dit aussi attention, ça peut faire comme la saison dernière, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et pareil, s'il y a un tournant là ce week-end avec Gilles Vicente contre Sporting, il va y avoir aussi un tournant là pour Benfica qui va affronter Porto, et si tu perds contre Porto, t'es déjà à 7 points de retard. C'est pas inrattrapable, mais ça va être compliqué de jouer le titre, et quand t'es Benfica, tu peux pas te permettre d'être 3e à mi-saison avec l'effectif que tu as. C'est encore plus compliqué, surtout quand t'as 2 équipes. Avant, t'avais un Porto qui pouvait se permettre de perdre quelques points, mais j'ai l'impression que maintenant avec le Sporting, même le Porto ne peut pas se permettre de perdre des points, parce qu'ils savent qu'il y aura un Sporting qui va peut-être en perdre très peu. Donc là, à 7 points, je serais moins confiant qu'il y a par exemple 2 ans, quand Bruno Lage prend l'équipe, où on s'est dit on n'a rien à perdre, on fait monter les jeunes, puis on verra. Là, 7 points, tu peux pas te permettre chaque 2 ans de se dire on verra, là sur la deuxième partie de saison, peut-être qu'on va rattraper. Non, c'est pas l'idée qu'on peut avoir. Pas avec un Porto qui perd pas. Voilà, t'as pas un concurrent. T'as pas un concurrent, voilà, ça, t'as 2 là. C'est ça, en fait, tu te bats plus contre une autre équipe match. Ce que je voulais dire, déjà cette année les grands ont perdu très peu de points. Finalement, même Porto, Benfica a perdu des points face au Sporting, mais c'était une confrontation directe. Et que cette année, les confrontations directes vont avoir, je pense, vont être un peu tout le temps des finales, parce que cette année, finalement, Braga n'est pas forcément au niveau, on l'a vu dans les grandes confrontations, et les autres sont un peu, là aussi, très intermittents. La révélation de cette année, comme on a eu une révélation un peu chaque année, c'était Estoril, promu, tu vois, donc c'est pas une équipe qui est depuis des années en première division. Donc cette année, t'as des grands qui gagnent tous les matchs, j'allais dire avec l'écart de moyens, c'est logique, c'est pas anormal, et que donc pour les départager cette saison, certes il y aura sûrement certains matchs nuls qu'il faudra pas faire face à des petits, surtout en fin de saison, face aux équipes qui joueront au maintien peut-être, mais pour les confrontations directes, ça risque d'être hyper important. T'as eu donc le Sporting Porto 1-1, donc balle au centre. Par contre t'as eu un Benfica Sporting à domicile en plus, avec une défaite quand même sèche qui peut avoir des impacts sur les prochains matchs, notamment face à Porto la semaine prochaine. Et ce que disait Dany par rapport déjà dans le management, je suis d'accord avec Alex par rapport au côté arriéré de Jesus sur son management très années 90. Tactiquement, on avait espoir, j'allais dire, avec le 3-4-3. Un entraîneur qui, depuis que je le connaissais, était toujours sur son 4-4-2. Tu avais un 3-4-3 aujourd'hui un peu plus moderne, en essayant de s'adapter un peu plus aux problématiques tactiques d'aujourd'hui, notamment vis-à-vis du Sporting, de Braga la saison dernière. Il a conservé ce système-là. Mais finalement, quand tu regardes d'autres équipes, même quand tu prends le Braga de l'année dernière, quand tu prends le Sporting encore aujourd'hui, quand tu prends d'autres 3-4-3, d'autres équipes qui jouent un peu avec cette idée-là, tu vois une équipe qui essaye d'imiter
mais qui ne l'a pas forcément intégré. Et que c'est un entraîneur qui, moi je pensais, quand il a fait ça, je me suis dit, il est intelligent dans le sens où il voit ce qui se passe, il voit les tendances, il essaie de s'adapter. Finalement, tu as plus l'impression que c'est pas vraiment une adaptation, mais une imitation. Mal réalisée, et que comment le travailler. Et que finalement, il n'est pas du tout adapté, enfin, il sait pas vraiment comment le faire, et que, encore une fois. Le chantier qu'il a à droite, notamment. Voilà. Tu vois aussi au niveau de ses compositions, pareil, comme Carvalho, il tâtonne, quoi. Il sait pas qui mettre devant, il sait pas, c'est un coup c'est Remchuk, après c'est Darwin dans le centre, après ça à droite, après c'est Everton, enfin tu comprends pas. Voilà, Everton piston droit, enfin il sait pas quoi faire et voilà. Non, pour vous compléter, parce que c'était un point aussi que je voulais relever et vous faites très bien de le dire, c'est que un truc tout bête, c'est on ne sait pas qui sont les 3 joueurs qui jouent devant. On ne sait pas qui est notre piston droit. On le cherche encore. À l'inverse, on sait que sur le côté gauche, tu n'as que Grimaldo, même si certains vont s'efforcer de dire Gilles, mais Gilles n'a pas le niveau pour un Benfica. En défense, tu sais que si tu perds un joueur, tu as l'impression que t'es désolé du terme, mais dans la merde, dans le sens où Verissimo s'est pété, c'était le joueur qu'il ne fallait pas perdre. Je pense même qu'Otamendi ou Vertonghen était peut-être plus remplaçable que ce mec-là, parce qu'il est sur ce couloir droit, il était pour moi inarrêtable. Il avait du taf, parce que vu ce qu'il y avait à droite, c'est un joueur qui avait du taf. Dans la gestion de la profondeur, etc., même au niveau du caractère, de l'intensité, c'est un joueur qui est complètement différent du mec qui le remplace actuellement. Par rapport à ce que tu compares à Otamendi et tout, ça reste un joueur qui arrive à te défendre des profondeurs, qui arrive à tenir le rythme et tout. Ce que des Otamendi, même s'il est performant, ne peuvent se faire facilement prendre dans le dos. Peut le faire, mais il lui faut une certaine complémentarité, là où il ne l'a pas avec André Almeida. Mais Almeida n'a zéro complémentarité avec personne. Avec ses voisins, je suis pas sûr qu'il ait la complémentarité. Peut-être avec mon chien, ce serait. Non, mais avec je suis obligé d'en venir parce que ça va peut-être dériver sur d'autres thèmes, mais par exemple, quand tu sens que ce mec-là est la solution A pour remplacer Verissimo, c'est un gros problème. Quand tu vois que cet entraîneur parle de Thomas Araújo, notre défenseur qui du coup est défenseur droit, enfin défenseur axe droit et qui serait le remplaçant idéal. Ou alors on décale Otamendi. Surtout à côté de joueurs d'expérience, c'est le meilleur moyen de se former en fait. Sauf que quand tu veux en fait introduire le sujet, on t'en parle en disant que déjà on verra. On en parle quand il cite des noms, il en parle en dernier. Il le convoque pas directement, il le fait genre en Coupe de la Ligue, oui, mais qu'est-ce que ça vaut? Pas grand chose. Et surtout, quand il parle de lui, il dit le petit Thomas. Je suis son joueur, ça, c'est un problème. En fait, dès qu'il va introduire un jeune, il va rajouter un nom avant, il va dire voilà, le petit. Il n'y a pas de petit. Il vaut autant qu'un mec qui a 30 ans en fait. Et ça, dans ta communication, quand tu le dis, ça rajoute une certaine pression au joueur qui finalement ne va pas l'aider. Et surtout, quand tu vois les déclarations aujourd'hui de Pedrinho, où il dit que son management ne lui allait pas et que c'est pas le seul, bon on sait pas qui sont les autres, mais je pense que on s'en rend compte vu le rendement de certains joueurs, et bah oui, ça ne marche pas, et ça ne marche pas non plus avec encore une fois avec la nouvelle génération qui a besoin d'être mieux cadré, de sortir un management, désolé de le dire, mais comme Amorim qui sait introduire. Oui, voilà. Ouais, mais t'as des mecs qui vont dire oui, mais si t'es pas prêt à la pression, tu fais pas de faute. Non, c'est pas comme ça. T'as des joueurs, t'as des manières de faire. Tu peux pas dire à un joueur lui crier dessus pour chaque passe, pour chaque décision, et ça va le brider tout simplement. Et ça, y a pas question de sinon tu fais pas jouer et tout. Non, c'est parce que même quand t'es en district, t'as un entraîneur qui te gueule dessus, qui te contredit à chaque fois dans tous les choix que tu vas faire. Bah tu vas jouer différemment, tu vas jouer un peu plus bridé. Donc voilà. Juste une remise en contexte pour nos auditeurs. Tu parlais des déclarations de Pedrinho. En gros, il expliquait que à l'entraînement, à chaque fois qu'il tentait quelque chose et qu'il le ratait, il se faisait défoncer. Il se mangeait des gueulants qui se faisaient défoncer. Et que du coup, ils en arrivaient à un stade où ils n'osaient même plus tenter des choses en fait. C'est ça. Comparé au Shakhtar avec Zerbi, si je me trompe pas, qui en fait lui prenait un discours, venez jouer au foot, mais prenez du plaisir avant tout. Là où c'est ça, le foot, c'est prendre des risques. C'est ça. C'est le foot moderne du monde. On a joué au foot pourquoi? On a commencé à jouer dans la rue en faisant des passements de jambes, des crochets, des passes, parce qu'on prenait du plaisir à jouer au foot. Moi, excuse-moi, mais je suis un peu entraîneur, je suis adjoint, et je demande pas. Moi, un joueur qui fait des passes à 2 mètres, ça m'intéresse pas. Je veux un joueur qui prenne des risques dans son jeu, pas dans sa surface. Bien sûr, et on a déjà pris des buts en relançant du gardien, et c'est que le foot ça doit être conçu comme ça, c'est ça, c'est la manière de faire ça. Voilà. La manière de faire, parce que par exemple si t'as un joueur qui est très fort et que tu vas être exigeant avec lui, ça c'est tout à fait normal. Oui, mais peut-être que du talent, etc. Mais il y a une manière de faire. Voilà, mais ce joueur peut-être qu'il n'aime pas l'exigence parce qu'il n'aime pas se faire crier dessus. Mais ça c'est plutôt la manière de faire. C'était déjà une tête de Turc de Jesus avant même. Avant que Jesus était encore limite, il était entraîneur à Flamengo, il était déjà sa tête de Turc. Mais ce que je veux dire, c'est, je reviens à mon histoire de 3-4 ans, vous savez que j'aime bien ce système. Mais ça va revenir aussi à Jesus parce que en fait tu prends un an et demi, on va dire un an et demi de Jesus, catastrophique. Le bilan est catastrophique, vraiment en termes de titres, de résultats, de jeu, de communication, de formation. Il n'y a
rien qui va. Hein. Ouais. Et surtout, quand tu prends en plus ce 3-4-3, et je reviens toujours à ça, mais t'as vendu Pedrinho et Waldschmidt. Enfin, c'est ça qu'il faut dire. C'est qu'en fait, on a un entraîneur là il est exactement ce qu'il faut pas pour un club comme Benfica. C'est un entraîneur qui pense plus à lui. Court-termiste donc, parce qu'il est là pour 2 ans, il l'a dit, et il partira sûrement à la fin de la saison, enfin à moins qu'il y ait un président qui le prolonge, hein, on sait pas, hein, mais j'espère pas, hein, parce que un entraîneur qui pense autant à lui et qui veut donc les joueurs qui voulaient pas les vire, alors qu'il veut jouer dans un système qui privilégierait un Waldschmidt et un Pedrinho, faut le dire quand même, beaucoup moins qu'à Everton qu'il a conservé, beaucoup moins que tous les joueurs qu'il essaie de mettre entre les lignes dans ces 3 devants, que ça soit Rafa y arrive, mais après tu prends Darwin a du mal, Yaremchuk finalement a du mal, et Radonjic, de créatifs pour ces postes-là, t'en avais 2 et tu les as tous les 2 virés, et les 2 en plus étaient pas forcément mécontents de partir. On en a parlé avec Pedrinho, on en a parlé avec Waldschmidt. Waldschmidt aussi. Donc même si actuellement, après il est parti pour Wolfsburg, qui est encore une équipe aussi en grande difficulté. Mais ce que je veux dire, c'est que là on est sur un entraîneur qui maîtrise pas le système et qui veut finalement mettre en place, et ça se voit, et surtout maîtrise pas les autres composantes de son métier, communication et le management, et donc tu fais ce combo là et tu te retrouves avec un an et demi. Je dis pas que Benfica va pas être champion à la fin de la saison, parce que pour moi c'est encore possible vu les individualités. Après non, parce qu'on a trop souvent dit c'est possible encore, si tu changes de coach c'est encore possible, mais avec lui actuellement en tout cas, si tu changes de coach, c'est que t'auras perdu contre Porto dans une semaine et tu te retrouveras peut-être. Ce que je veux dire, c'est que sur ces 1 an et demi de retour au Portugal, c'est réellement très 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 moyen. On disait il faut du temps et tout ça, mais il a rien. Il a fait du mal au foot portugais, il fait du mal au football. Là actuellement il fait beaucoup plus de mal au football portugais, et encore à son club forcément, et aussi au football portugais vis-à-vis de la formation. Je voulais juste revenir sur ce que disait Dani sur Thomas Araujo, d'accord, mais il y a Morato aussi. Et le problème c'est qu'il ne met pas axe droit, tout simplement parce que c'est dit c'est un gaucher, il peut pas jouer axe droit. Mais ça c'est des idées qu'on avait, mais à l'époque du stopper libéraux en 1980, quoi. C'était... Même quand il a l'occasion de le mettre à gauche, il le met pas non plus. Quand tu vois Inacio qui joue axe droit, Sporting qui est excellent, comment ça, pourquoi tu mets pas Morato axe droit? Il y a aucun argument pour ça. Mais même à gauche, il a l'occasion de le mettre à gauche. C'est affolant. Le truc, c'est que t'as donc à quelques kilomètres de chez toi, t'as l'exemple même du central de 19 ans l'année dernière, qui joue central différent par rapport au pied à son pied fort. Et ça va pas marcher. Ah bah si, ça a sûrement marché. C'est le football d'aujourd'hui, mais Jesus imite au lieu de vraiment s'inspirer. Et surtout, si on doit parler encore de Morato, comment tu lui expliques qu'il fait un début de saison où il participe à quasiment tous les matchs et que d'un coup on te reconsidère comme un mec qui est encore en post-formation. On te fait la même chose avec Jetson, on te fait la même chose avec Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos commence un énorme tas de matchs et le mec en fait ne plante pas. Oui, il ne plante pas, mais il est bon dans le jeu. Aujourd'hui, même le match qu'il fait contre Covilhã, il n'est pas bon dans le jeu parce que le mec ne joue pas assez et que tu sens qu'il ne va pas être jugé de la même manière s'il loupe une occasion que si Seferovic loupe une occasion. Et ça, c'est un certain problème parce qu'on dira que l'expérience, on te dira qu'il a été quasiment sous les dents l'année dernière. Oui, mais parce qu'il a joué, parce qu'il a eu les chances. Oui, totalement. En fait, il y a des différences de traitement. En fait, j'ai l'impression que c'est le même discours que Concession l'année dernière, à peu près. Mais pour moi, encore un degré encore plus parce que j'ai l'impression que Concession peut se remettre en question. J'ai l'impression que chez nous, non. Il va se remettre en question sur des choix qui sont incohérents. Aujourd'hui, je suis désolé, on en a parlé après voilà sur le réseau Twitter. Il y a certaines idées qui passent, dans d'autres peut-être c'est différent. Mais sur ce réseau, on a parlé de Radonjic. Il y en a qui étaient satisfaits de le voir performer, c'est un gros mot. En tant que piston droit, ce mec-là a été pris pour généralement ailier gauche dans la rotation. Comment tu peux être satisfait qu'ils viennent performer, entre guillemets, encore une fois, dans un poste où on a déjà 5 options, sans compter les joueurs qu'on a en B? C'est un problème. Aujourd'hui, on fait du bricolage. Aujourd'hui, Darwin est meilleur en ailier gauche intérieur. C'est aussi un problème. On est venu nous le vendre comme un neuf. Je pense, moi, de mon côté, je reste persuadé qu'on arrivera à le vendre pour une grosse somme. Je pense que voilà, il fera pas longtemps dans le championnat. S'il continue à empiler les buts, oui, il partira. Parce qu'il a quand même des qualités. Mais je pense que Jesus ne le fait pas progresser comme il devrait le faire progresser. Lui, mais notamment l'autre joueur. Les seuls que j'ai vu progresser pour l'instant, c'est Weigl, Rafa. Otamendi, c'était déjà sur... Voilà, il a plus vraiment progressé. Il a retrouvé un niveau correct, quoi. C'est ça, et c'est le problème. Et on fait partir des joueurs parce que sur son idée, sur 2 ans, ça prend pas, mais ça prend ailleurs, comme Jota au Celtic. Alors que si t'as le coach qui vient avec les idées, qui vient avec le projet qu'on veut mettre en avant, t'as de quoi faire. T'as un effectif, je suis désolé, pour jouer partout et pour rivaliser avec Sporting et Porto sans broncher.
Je suis désolé. C'est pas juste venir sur des grands rendez-vous en Europe te dire que oui, bien sûr, si on passe, ça me met aussi en avant. Ça doit te mettre en avant si tu fais progresser le club. Si tu fais progresser le club, tu progresseras aussi en fait. Si tu viens en te disant je choisis les clubs que je veux, c'est pas la communication que tu dois avoir. Il y a un problème de communication abyssal. Il y a un problème de communication, un problème de management, il y a un problème dans tout en fait. Mais moi, ce discours de on est passé, personne n'aurait misé sur nous, ou je sais pas quoi. Non, pour moi, c'est de la merde. C'est pour ça que j'ai soufflé. Et c'est pour ça que je souffle. Mais quand le tirage au sort il tombe, on était tous unanimes de Grasso. C'est l'année ou jamais pour passer contre ce Barcelone-là. T'as pas à dire. Après, t'as pas à dire oui. Pour moi, c'est mettre Benfica comme un petit club. Et Benfica, c'est pas un petit club. C'est tout. C'est pas ça. C'est pas ça, Alex. Quand il dit quand le tirage sort, tu ne te dis pas la forme. Tu te dis juste il y a deux gros qui sont logiquement, historiquement, sur l'histoire, en tout cas récemment, logiquement, en temps normal, Barcelone et Bayern font chacun première et deuxième place, et nous on finit troisième ou peut-être en lutte avec Dynamo Kiev. C'est la réalité. Non, parce que Barcelone en Ligue 1, ils sont 4-5e, je sais pas. Ça c'est la tendance actuelle. Mais auparavant, le Barcelone il joue 8e, quart de finale chaque année. C'est pas arrivé depuis 20 ans. Ça c'est la réalité. Je suis en train de te dire, on parle aussi d'un Benfica qui était pas en 8e de finale depuis combien ? Depuis 2016, 2017. Ça fait combien d'années qu'on va pas en 8e de finale ? On parle d'un club qui récemment a fait 0 points sur la Ligue des Champions. Ouais, mais justement, derrière tu dois pas tenir ce discours en mode on est un petit quoi. Moi quand j'ai entendu le discours de Jésus, j'ai l'impression que t'as parlé d'un petit club. Son discours c'était surtout de se mettre en avant. Quand il dit que quand il y a le tirage au sort dans la structure, il te dit que le président, que le directeur sportif étaient tous tombés un peu d'une chaise, j'ai plus le terme, excusez-moi, mais qu'en gros ils se disaient il y a que moi qui ai cru, qui ai dit on va passer. Et si à Real Madrid on passera aussi. C'est juste pour se mettre en avant. En réalité, on s'est tous dit. Mais c'est ce que je reproche. Pourquoi faut mettre le club en avant, pas lui. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Oui, en fait, on est d'accord, mais sauf que dans le truc, c'est que forcément, quand tu vois le tirage, tu te dis ouais, c'est chiant. Bien sûr, après quand tu regardes le contenu, tu te dis c'est l'année où tu peux prendre le Barça. Le Bayern, ils vont survoler, et puis nous, peut-être on a notre chance. Ouais. C'est ce qu'on s'est dit tous. Mais c'est surtout que je pense pas qu'il doit suivre les résultats des autres championnats, ou même je pense qu'il doit pas étudier les autres équipes, parce que si tu vois le Barça, tu peux pas te dire on va passer, ils sont trop forts. Si, mais il sait que de manière générale, les personnes qui vont suivre les médias ne vont pas forcément analyser le truc. Il le sait, parce que sinon c'est quelqu'un qui consomme énormément de sport. Pour le coup, c'est vraiment quelqu'un qui consomme énormément de football, etc. Il n'y a pas de souci. Mais il sait comment parler pour se mettre en avant. Actuellement, il pense, mais ça ne marche pas avec des gens qui sont compétents. Mais quand il dit qu'il partirait ailleurs, qu'aujourd'hui c'est lui qui choisit ses clubs, c'est là où tu vois qu'il est déconnecté de la réalité. Aujourd'hui, il choisit pas ses clubs. Voilà, il choisit Flamengo, Benfica, c'est tout, terminé. Un mot sur ce début de saison pour conclure de Benfica peut-être. Très moyen. Décevant. Nul. Décevant, c'est le montage. Décevant parce que t'es pas décroché en fait. Tu peux encore être champion. Tu peux encore gâter dans tout. Si tu bats Porto, voilà. Il n'arrivera jamais. T'es encore en Ligue des Champions finalement, tu vois. Donc décevant, pas irréprochable. Mais c'est pour ça que j'ai dit très moyen. J'ai pas dit catastrophique. Messieurs, avant de conclure, rapidement, j'aimerais qu'on parle des Sturil. Non, oui. non. Bah si. Je parle d'un chacun. Un chacun Parce que moi, on fait des mentions spéciales. Ok. Non, mais si tu veux. Non, mais tu te fais les top et les flops de tout le monde. Ouais, vas-y. Très bien, on peut faire comme ça, je suis. En quelques mots, quoi. En quelques mots. Parce que t'es pressé, c'est ça C'est pas que je suis pressé, c'est que je suppose qu'on va pas faire une émission de 2h30. Tu fais combien de temps c'est le week-end et tout. Là, on a passé l'heure d'enregistrement déjà, donc on est c'est vrai que c'est le week-end, on pourrait y passer la journée si ça. Ce serait cool. Effectivement. Et si on met une pièce de 50 centimes, on n'a pas 30 minutes en plus. On n'est pas chez. Allez, du coup, on commence par tes flops. Allez, vas-y. Alors, mes top, donc Estoril, il fait 5ème, promu, un jeu qui fait plaisir encore hier contre Famalicão où ils doivent gagner ce match-là assez facilement, même si en deuxième mi-temps c'était moins bien. Mais voilà, c'est une bonne équipe, elle fait plaisir à voir. C'est la continuité de ce qu'on voyait déjà en deuxième division, ce qu'on voyait aussi en Coupe du Portugal, ils avaient tenu tête contre Benfica. Voilà, c'est un club qui travaille bien. Mathieu, le directeur. Mathieu, directeur sportif, merci. Non, genre l'ancien, donc c'était un ancien de Braga, du coup, voilà, Pedro Alves qui fait un excellent boulot. D'ailleurs, ils sont concurrents de Braga alors qu'il est. Oui, c'est pour ça que Pedro Alves, si tu m'écoutes, reviens, parce que c'est ton club, reviens. Voilà, ils vont peut-être perdre Bonio Pinheiro, mais ils ont déjà leur plan B avec Vasco da Costa qui fait un excellent boulot en U23. Tout est huilé, voilà, les recrues sont bonnes, donc non, tout est en place dans ce club-là. Ça prouve encore que quand tu travailles bien depuis des années, à la fin tu payes. 5ème de ce championnat, j'espère que ça va continuer. Parce que par rapport à Pedro Alves, et quand il est arrivé à Strudel, donc c'était en 2018, les 2 premières saisons sont pas extraordinaires. En fait, il y a eu le Covid aussi lors de la deuxième saison, mais c'était pas, il y avait du travail, notamment Marcos Antonio qui est parti au Shakhtar. Tu vois, déjà en termes de recrutement, t'as toujours été un crack et il avait très bien travaillé. Mais si tu le juges sur ces 2 premières saisons seulement, tu dis c'est le lambda dans une deuxième. Ça te prouve qu'il faut du temps. Ça te prouve juste, voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Justement, au revoir, merci, à la prochaine. Ça passe sur mon flop, Famalicão.
Famalicão, chaque année, voilà, c'est comme la saison dernière. On croit que ça travaille bien, mais tu changes 11 joueurs à chaque fois. Tu peux pas construire. T'avais 2 directeurs sportifs à un moment. En fait, c'était des présidents, mais c'était des directeurs sportifs, donc il y en a un qui a dû partir. Enfin voilà, tu rencontres 11 joueurs, tu fais du trading. En plus, il lui a dit il y a pas longtemps qu'en gros, les prochains, ce serait Pedro Brazao. Ils sont dans l'unique but de faire de l'argent, donc de rester un an et ensuite les vendre très rapidement. Et tu peux pas travailler comme ça. Là, il va falloir se reprendre parce que pour l'instant. Donc Famalicão doit descendre. L'année dernière, ça a été chaud. Ils ont dû changer 3 fois d'entraîneur. Ivo Vieira a fait du bien, ils ont failli accrocher l'Europe, mais ça a été très juste. Là, cette année, ça semble très compliqué aussi. Donc voilà, ça me prouve que quand tu changes de joueur chaque année, quand tu fais 11 recrutements, voire 12, voire 13 à chaque fois, ça peut pas payer. Donc il faut de la continuité, il faut de la stabilité et tu peux pas faire que du trading dans le foot. Effectivement. Kevin, top, flop. Ça peut être des joueurs, ça peut être. Ce que tu avais dit. Des dirigeants. Ou des dirigeants, exactement. En top, même si j'ai pas énormément regardé cette équipe, mais je dirais Gilles Vicente. Non mais non. Mais je te laisserai en parler un peu plus. Mais oui, j'aime bien cette équipe qui déjà nous avait posé beaucoup de problèmes face à Porto déjà surtout. Où il y a vraiment des joueurs de qualité. Benfica aussi, ça fait des très très bons joueurs. Frais contre Porto, mais ce match il est lunaire. Les buts qu'il y a, la physionomie du match et tout. On doit le perdre tous les jours, mais voilà. Mais ouais, avec des joueurs de qualité de championnat, avec Samuel Lino, Fujimoto, Navarro, voilà. Il y en a tellement qui. Pedrinho au milieu de terrain. Voilà, c'est des joueurs de qualité de championnat et où ils font une très bonne saison. Et après en flop. Ils jouent ce soir contre Sporting d'ailleurs. Oui. En flop, il y a des équipes qui ont, comme on parlait en off avec Mathieu. Avec Mathieu. Avec Mathieu, la théorie des équipes qui jouent la Coupe d'Europe. Il a mon top et mon flop. C'est génial. Je viens plus jamais avec toi en voiture. De Santa Clara qui l'année dernière avait fait une très bonne saison et là cette année c'est plus compliqué, qui joue les derniers rôles. Stabilité. Je laisse Mathieu compléter parce qu'on a les mêmes tops, on est bien ensemble. Il peut parler de notre équipe aussi. Vous vivez ensemble en fait. Il peut parler de notre équipe. Il peut parler de notre équipe. Non, parce que pour moi Gilles Vicente. Oui, je vois. Ok, t'as pas parlé de Passos, c'est pas. Non, parce que pour le top Gilles Vicente, parce que le meilleur football du Portugal se trouve dans le nord. Pas à Braga cette fois-ci, mais à Barcelone, à 18 km. Mais non, ça peut. En vrai, ça se joue avec Estoril, je pense, cette année. Donc c'est deux très belles équipes et Gilles Vicente travaille très bien avec aussi un des directeurs sportifs très jeune, Thiago Legno. Donc voilà, c'est une équipe qui a vraiment fait en plus des vraies performances face aux grands, face à Benfica, face à Porto. Ils ont perdu les 2 matchs, mais c'était vraiment très très loin d'être ridicule. Et face à Porto, ils auraient largement pu attraper ce match nul. Face à Benfica aussi, mais bon, c'est plus proche face à Porto. Et donc voilà, ils recrutent bien. Ils ont cet ovni finalement qui est Samuel Lino, qui est là depuis 3 saisons et qui progresse à chaque saison. Et c'est très rare dans un club portugais de standing là d'arriver à faire progresser un joueur à ce niveau-là. C'était 3 ans, surtout dans le même club. 3 ans, donc c'est quand même très rare pour un tel prospect finalement. À ce qui paraît, Braga a une option déjà sur lui avec les ventes de Murillo à Barcelone cette année, donc on verra. Pedrinho aussi, qui finalement avait eu ce problème de cette énorme anomalie d'être parti en Lettonie après sa saison à Passos. Donc il n'a pas fait la saison à Passos l'année dernière, alors que Passos fait la 2e meilleure saison de son histoire. Et cette année, il est peut-être parti pour prendre un peu sa revanche et pourquoi pas attraper l'une des meilleures places en première division de Gilles Vicente. Donc voilà, c'est un club qui travaille très bien depuis sa remontée administrative en première division. Ils n'ont jamais joué le maintien et là ils jouent peut-être l'Europe. Donc c'est à noter. Maintenant, on verra le théorème. Donc transition pour le flop. Le flop, transition, parce que quand tu joues l'Europe en étant petit au Portugal, l'année d'après tu joues le maintien. Et c'est ce qui se passe avec Santa Clara et Passos. Et c'est vrai qu'il y a un peu cette maxime qui dit que les petits sont un peu meilleurs, d'année après année. Moi je trouve que les petits ont toujours été comme ça, c'est-à-dire ont toujours, de temps à autre, il y en a un ou deux qui se révèlent, qui a toujours eu des bons joueurs quand même dans ces clubs à aller chercher, à les récupérer, mais finalement par le manque de moyens, je les blâme pas, mais par le manque de moyens, après, pour aller trouver un autre entraîneur du même style ou pour aller trouver un autre entraîneur qui soit capable de prendre la relève, quand tu vois les changements finalement de Santa Clara et de Passo cette saison, tu dis que c'est pas vraiment une énorme progression parce que finalement après tu joues quand même le maintien l'année d'après. Donc c'est dire que on est en 2021, mais je pense que ce constat-là on pouvait vraiment le faire en 2011, il y a 10 ans, et que pour moi il n'y a pas une énorme progression par rapport à ça. Il y a juste. Tu peux le comparer, c'est différent parce qu'on parlait de Famalicão qui eux changent complètement. C'est ce que j'allais dire. Mais je veux dire, au final, ça reste des clubs qui étaient plutôt performants l'année dernière et qui, il y a quelques années, qui au final là sont au même nombre de points et se battent pour le maintien. Mais Santa Clara, c'est vraiment la gueule de l'équipe qui peut descendre, quoi, comme Famalicão, comme la Pesade, parce que ils sont devant. Tu perds ton président, tu perds ton directeur. En fait, ils ont perdu. Il faut le dire. Coup sur coup, ils ont perdu leur président.
Et donc ils ont perdu leur président, leur directeur sportif et leur entraîneur. Et là ils ont un nouvel entraîneur qui l'ont viré au bout de 6 journées. Donc en fait voilà, t'as eu 4 changements d'un coup, ça peut être inquiétant. C'est vraiment l'équipe qui m'inquiète parce que ouais, tu perds coup sur coup 4 éléments importants quand même de ton club tout simplement. Voilà, pour laisser la parole à Dani après, mais comme l'a très bien dit Alex, à Santa Clara en plus il y a tout le problème, l'embargo avec les dirigeants. Ouais. Et en fait tu sens que les clubs portugais sont aussi parfois tellement petits que des petits fonds d'investissement très malhonnêtes parfois peuvent arriver et faire en sorte d'avoir des clubs qui sont limite juste des points de passage pour faire blanchir de l'argent entre guillemets, tu vois. C'est un peu ça, et à Santa Clara c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et le club sur les 3 premières saisons en première division avait 2 coachs en 3 ans, ils ont dépensé 3 coachs en quelques ils vont avoir 3 coachs en 3 mois. Ouais. Tout le monde est parti, les dirigeants sont partis depuis. Ouais. C'est juste l'importance d'avoir des dirigeants dans un club qui sont parfois plus importants que d'avoir certains joueurs finalement. Ouais. Et 2, que les clubs portugais structurellement parfois ont ce souci d'être un peu trop attractifs pour certains dirigeants véreux, enfin fonds d'investissement véreux. Ouais, cette année. On a un championnat scindé en 2. Hein, ouais, cette année, oui, c'est encore plus. Oui, cette année, oui. Après, pour moi, tu vois, c'est. Il y a un gros. Je crois que c'est entre le 8ème et le 9ème, ou le 9ème et le 10ème. Il y a une dizaine de points d'écart, un peu moins de. Je crois qu'il y a au moins 6 équipes ou 7 équipes qui jouent le maintien, quoi. Ouais. C'est ouf. Mais l'année dernière, un peu aussi. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, par rapport à Passos l'année dernière, on était très content de voir Passos l'année dernière. Ouais. Cette année, tu l'as pas cette équipe. Enfin, t'as Estoril, mais pour moi, c'est un promu, donc mais ça travaille quand même très bien. Ouais. Mais t'as pas cette équipe qui finalement emmerde les grands chaque match. T'as un peu Gilles Vicente, mais le fossé est là. Après, il faut vérifier ce scindement en 2. Je sais pas si ça se dit ça par contre. Scindement en 2, je suis pas sûr. Bon voilà, entre vraiment les grands, même Braga cette année a du mal, mais bon, voilà, et tous les autres, si ça se vérifie vraiment chaque année sur les 3-4 prochaines saisons, c'est qu'il faut vraiment se poser des questions. Ouais. Droit TV. Hein. C'est vrai qu'en 2028, on a le temps, on sera plus là. J'espère qu'on sera encore là. Tiens, Dani, top et flop pour conclure. Bah moi c'était des joueurs, si je me trompe pas. En top c'était, il me semble, de Benfica, oui. Non, je regarde que Benfica, moi c'est pas trop mon problème si on reste. Non, en top c'était toujours. En top j'avais mis Rafa et Otamendi, pour moi qui portent Benfica sur ce début de saison, enfin sur cette première partie de saison pardon, et qui voilà, pas grand chose à dire, mais qui sont sérieux, professionnels, bons, réguliers, donc voilà, c'est de bon augure. Je l'espère. Et dans mes flops, là où il y a plus de contenu à dire, je pense, on va passer en revue les André Almeida parce que c'est la définition même du flop, donc il n'y a pas vraiment de choses à dire sur ça. Voilà, c'est l'ambassadeur. Je parlerai plus par exemple de Yaremchuk où pour moi j'en attendais plus. Après, je pense que la gestion de ce joueur n'a pas été très bonne, pas de pré-saison. Après là, c'est par rapport au transfert, des pépins physiques. Je pense qu'il aurait dû ne pas jouer certains matchs. Et à l'inverse, jouer des matchs, notamment contre le Sporting. Donc je pense qu'il y a une mauvaise gestion pour sa part. Oui, il fait du bien. Oui. Et je pense qu'il est encore dans cette phase où il doit s'adapter aussi à jouer ses équipes bloc bas et aussi dans un jeu de position où notamment nous sommes pas bons. Et donc finalement, si on n'est pas bon, comment mettre en valeur notre neuf, c'est plus compliqué, sauf par des exploits individuels comme peut le faire parfois Darwin par son profil, mais c'est plus complexe pour Yaremchuk. Et mon autre flop, ça serait, je vais l'avoir, Everton, où là par contre ça devient plus complexe, où là on s'était dit voilà, première année compliquée, mais là deuxième année voilà, tu vaux 20 millions, t'as pas 19 ans, t'en as 26, peut-être voire 27, je sais pas, 25, 26. Donc voilà. Deux beaux matchs en 2 ans, ça commence à faire. Oui, voilà. Tu fais une vidéo YouTube, tu vois quand même qu'il a marqué un top but contre Porto, il fait une belle passe contre le Sporting, donc tu peux. Il était bon contre Braga là, cette année, enfin il connaît derrière. Ouais, c'était ça. Surtout parce que Braga le match était spécial, mais par exemple le Sporting, le Sporting était déjà champion, mais le match qui fait 25 ans, mais le match qui fait face au Sporting en fin de saison dernière, là où c'était le 4-3, était vraiment un match du joueur que t'attendais. Tu te disais bon, ok, t'as fait une saison un peu pourrie, ton club fait une saison un peu pourrie, mais t'as un peu les prémices de l'année prochaine ça va être mieux. Et bah pas du tout. Donc c'est au revoir. Ouais. En tant que. Enfin, au revoir, je sais pas, encore une fois, tout peut aller très vite. Il y a d'autres mondes qui sont dessus à cette année. Oui, enfin. Bah, franchement, avec plaisir. Hein. Moi, j'ai quand même de l'espoir pour ce joueur parce que je pense que. Je me dis que ce joueur-là n'est pas bon, mais qu'il y a beaucoup de facteurs autour de lui qui font qu'il ne performe pas. Là, ça fait trop longtemps que ça dure. Bien sûr, et surtout que tu as des attentes pour 20 millions. Tout à fait d'accord avec ça, je me disais c'est la première année, le rythme, l'Europe c'est différent de l'Amérique du Sud et tout, mais là ça fait beaucoup
ça fait vraiment beaucoup et on se demande quand est-ce que ça va. Soit peut-être via l'apparition d'un nouveau coach qui arrivera à le valoriser sur certains mois, parce que je me dis que des fois il y a des joueurs comme ça qui ne performent pas, mais malheureusement ça commence à faire beaucoup de joueurs qui ne performent pas chez nous et qui vont performer ailleurs, et c'est problématique. Voilà. Et toi, Ton, à part Melissa et Britney, qui sont tes flops et tes tops? Le cliché. Le cliché des meufs de... Non, on va arrêter ces blagues-là. Vous avez... En 2021 quand même, on sait tous, on est déjà en 2021. Comme ça, t'as pas de top ou flop? Ouais, t'as pas de top. Non, parce que sur Benfica, on est d'accord. Et sur les équipes, pareil, mais vous en parlez mieux que moi, parce que, évidemment, vous avez vu plus que moi. Regardez moi, je suis spécialiste Première Ligue. Non, Brentford. Vous avez été complet, vous êtes parfait. Vous n'auriez même pas besoin de moi pour faire cette émission. C'est vrai. C'est pas vrai, ça du tout. C'est le mec qui se vexe. Au revoir. Une conclusion cette première partie de saison, qu'est-ce qu'on attend rapidement, s'il vous plaît? Encore? Ça fait déjà... On a fait 4 conclusions. Ça fait 1 heure qu'on fait des conclusions depuis 1 heure quand même. Ouais, ça fait 1 heure. Mais de toute façon, c'est que des conclusions depuis le début. Vivement qu'on trouve un studio, quoi. Tu veux une conclusion rapide? On est naze. Voilà, c'est très... Conclusion rapide, on est très naze. Effectivement, ça c'était pour Benfica et Braga. On va être champion. Ok, Porto, on est champion et Sporting. Non, on recherche des financements, un studio s'il vous plaît. Effectivement. Messieurs, merci pour cette merci à toi. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Ça Moi aussi. On était pas en Discord, on était tous ensemble autour de la table, c'était cool. D'habitude, on est sur Discord et là, on est tous ensemble autour de On fera plus de Discord. Non, effectivement. Vous avez pu le remarquer, ça fait 2 mois qu'on aurait pu le faire et qu'on n'a pas fait. Pour être parfaitement honnête. Merci de nous écouter, merci de nous suivre et de continuer à nous suivre malgré ces quelques délais que l'on vous impose. On se retrouve très vite, on l'espère, pour continuer et débattre du football portugais. Du coup, je crois qu'on est bon pour aujourd'hui. Oui. Merci messieurs. Parfait. Merci à Excellente toi. journée. À la prochaine. Ciao. Salut.